Bonjour, j'espère que ça va. Vous êtes ici dans l'épisode 1 de DLC. Vous êtes plus connu sous le nom Dans les coulisses du jeu vidéo. Je fais cette introduction quelques mois après le record de l'interview sur des bâches pour vous présenter un peu le but de ce podcast. Qu'est-ce que DLC? Déjà, c'est une idée qui m'est venue il y a assez longtemps. Mais je n'avais pas le temps, pas les connaissances et pas les contacts pour le faire. Car c'est assez important quand vous faites un podcast sur le jeu vidéo d'avoir des invités du monde du jeu vidéo. Surtout quand c'est basé sur eux. Alors maintenant que je peux le faire, ce podcast est une sorte d'aide, de découverte sur l'envers du monde du jeu vidéo et ses acteurs. Je sais, ça fait très cours de géographie, mais c'est pas le but. C'est juste une discussion relax, au coin du feu, avec des personnes très passionnées par ce qu'elles font, qui parlent de leur parcours et du monde du jeu vidéo. Je crois que cette intro est beaucoup trop longue, alors je vous souhaite une bonne écoute, et à plus tard, dans les coulisses du jeu vidéo. Bonjour Cédric, on va commencer par là. Salut Adrien, enchanté. Euh, je vais te laisser te présenter un peu en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais à peu près. Je me présente, Cédric Bache. Je suis pour beaucoup considéré comme un vétéran du jeu vidéo parce que c'est l'industrie où quand on a plus de 30 ans, on est déjà un vétéran. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de commencer dans cette industrie du jeu vidéo, on va dire entre 99 et 2000, tout simplement parce que les fondateurs à l'origine d'un studio qui s'appelait Neko Entertainment m'ont proposé de les rejoindre dans leur aventure. J'avais un profil différent. Moi, je n'étais pas j'étais un joueur, hein, mais je n'étais pas quelqu'un qui était un autodidacte, on va dire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école de jeux vidéo, du jeu vidéo, ou qui avait eu déjà des expériences professionnelles, ce qui était leur cas. Hein, c'était des directeurs techniques, des codeurs, des artistes. Laurent, Frédéric et Sotira, des anciens qui étaient passés par Callisto et d'autres studios comme Océan, Visual et compagnie. Ils avaient décidé en 92 de monter un studio indépendant avec l'idée forte de faire un moteur maison, cross-platform, parce que c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de moteur sur le marché, et encore moins des petits moteurs, enfin quand je dis petits moteurs, au début c'était un petit moteur, mais c'est plus qu'à maintenant, mais Unity, etc., qui était facile d'accès Le petit à matin. l'époque, voilà. Donc ils m'ont proposé de les rejoindre dans l'aventure, et j'ai le plaisir de dire que c'était un petit peu D'Artagnan et les quatre mousquetaires. Il y avait aussi Paolo Berlocher, qui était un super directeur technique et codeur aussi dans l'équipe. Et on s'est lancé dans l'aventure. Donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Neko Entertainment, puisque ça a été une aventure qui a duré 18 ans. On est monté à une cinquantaine d'employés. On a travaillé avec pas mal d'autres développeurs externes et d'autres studios amis, dont par exemple Pastagame, hein, qui a fait quand le studio Pastagame a été créé avec Fabien Piano et toute l'équipe, on leur a donné la possibilité de faire des premiers projets. On a travaillé avec eux et encore aujourd'hui, leur belle aventure continue. Mais nous, en tout cas, on a dû malheureusement fermer ce studio en 2017. Il y a eu, le début était difficile, après il y a eu des hauts, on a été là au bon moment quand il y a eu l'avènement de la DS et de la Wii, parce qu'on avait des très bons rapports avec Nintendo, parce qu'on avait commencé un des premiers titres sur Nintendo 64, et que l'avantage de Nintendo, c'est qu'ils sont assez fidèles et proches de leurs collaborateurs, on va dire développeurs et éditeurs. Mais ensuite, bon voilà, comme pour toi Adrien, la nouvelle génération, vous avez vu arriver des choses qui pour nous étaient totalement nouvelles, c'est-à-dire l'explosion d'Internet, Facebook, le téléphone mobile, les nouveaux genres de jeux, les nouveaux usages, le streaming surtout. Voilà, donc pour beaucoup de studios comme nous, on va dire, certains sont restés, ils sont devenus, on va dire, gros et spécialisés. Hein. Je pourrais citer par exemple Cyanide, Eco Software, Kiloton et d'autres, Quantique d'un côté, voilà. Asobo sont un peu plus récents que nous, mais ils sont arrivés après, mais ils sont quand même là depuis un petit moment. Mais effectivement, on a vu par contre beaucoup de petites structures et de structures moyennes disparaître. Voilà, donc je pense que des studios qui ont plus de 10 ans, il n'y en a pas beaucoup, plus de 15 ans encore moins, et qui frisent les 20 ans très très peu. Voilà, c'est le secteur qui veut ça. En tout cas, nous, on a fermé les studios parce que déjà économiquement, on avait du mal à rebondir sur les différentes, voilà, sur ces nouveaux usages, que la structure était ce qu'elle était, et que aussi parce qu'on était 5 associés au départ et que après, voilà, certains avaient envie d'aller sur d'autres aventures, passer sur autre chose. Enfin, en tout cas, les 5 dernières années ont été assez difficiles.
Et donc, à un moment donné, on a décidé de fermer le plus proprement possible et de continuer nos aventures chacun de notre côté. Et ce qui m'a amené, en tout cas moi personnellement, à, à créer Label Games, voilà, avec deux associés qui ne sont pas du jeu vidéo. Même si Laurent Chicola, qui est journaliste à la base, était déjà dans le jeu vidéo depuis quelques temps, puisque c'est lui qui avait créé le concours Hit Playtime, qui malheureusement n'existe plus, mais qui était un concours pour les étudiants et les projets indépendants. Et c'est comme ça que je l'avais rencontré, qui s'intéressait au multimédia depuis des années, hein, plus de 10 ans, hein, qu'il a créé ça et qu'on se suivait. Et Thibaut Decordet, que Laurent connaissait, parce qu'il avait déjà travaillé avec lui sur un documentaire autour du jeu vidéo. Thibaut est travaillant à l'époque chez Nova Productions. Et donc, il connaissait aussi Darjeeling et Arte. Et moi, j'avais eu l'occasion de travailler avec Darjeeling et Arte sur leur projet qui s'appelait Californium, un jeu vidéo sur la base de l'univers de Philippe K. Dick, qui m'avait permis effectivement de rencontrer, on va dire, Arte qui se lançait tout juste dans le jeu vidéo après leur première expérience sur Typewriter, de rencontrer Thibaut Nova Productions. Et voilà. Et en fait, en discutant avec à plusieurs reprises avec Thibaut et Laurent sur différentes choses, on avait envie de tester des choses différentes, de se dire le médium du jeu vidéo peut permettre en fait aussi de proposer des jeux avec différents, avec peut-être l'hybridation de personnes qui venaient d'autres univers proches du jeu vidéo finalement, hein, qui sont quand même aussi les terreaux du jeu vidéo, c'est-à-dire la fiction, le roman, la BD, le film, le théâtre, la musique, tout ce que vous voulez. Et puis il y a aussi le journalisme d'ailleurs. Et voilà, on est parti sur cette idée-là. Au début, c'était un collectif. On avait tous moi, j'étais encore à Neko, Thibaut encore chez Nova Productions et Laurent avait Hit Playtime et il faisait encore des puits en tant que journaliste. Et donc, on a fait d'abord un collectif sur notre temps libre. Et de ce collectif étaient nées deux idées. Premièrement, l'envie de faire des jams un peu différents. Et ça a été notre première aventure. C'était ce qu'on appelait la Media Jam, c'est-à-dire une jam dans les locaux de Mediapart pendant la campagne électorale en France, où en fait, c'était la mixité de développeurs aguerris au jam avec la rédaction de Mediapart, même si au début, ils étaient un peu étonnés, ils étaient surpris, mais quand on leur a présenté les développeurs, ça a été une surprise positive pour eux. Et finalement, on a eu tout un rédac, dont d'ailleurs les fondateurs comme Edu Penel. Et on a fait des prototypes des jeux autour de ça avec des sujets qui concernaient les journalistes, c'est-à-dire le financement, les relations entre la politique et les médias, l'idée unique, etc., etc. Et à côté de ça, en même temps, un petit peu sur le temps libre, on a fait un petit jeu, notre premier jeu pas officiel, mais notre premier vrai petit jeu qui s'appelait Eugénix et qui est un jeu qu'on va dire, on dit souvent que c'est un jeu qu'on a fait en mode jam pendant 3 ans. Voilà. C'est que on se réunissait, voilà exactement, avec très peu de moyens. L'idée était haute, c'était de faire déjà un jeu qui, on va dire, du second degré, d'une satire, avec voilà, un peu comme ça Spark peut aborder à sa manière des sujets très sensibles, avec avec de l'humour et une dystopie par rapport au style graphique et à l'idée réelle. Et là, c'était l'eugénisme. Alors l'eugénisme, c'est comme la manipulation des génomes pour essayer d'améliorer les choses avec ce qu'il y a de plus sombre ou de bénéfique là-dedans. Et nous, on voulait l'aborder à travers un jeu vidéo. Donc, ça a été notre petite expérience comme ça. Mais entre-temps, ça nous a donné envie d'aller plus loin. Et l'alignement des planètes, à un moment donné, nous, on avait décidé à Neko d'arrêter. Thibaut, pour aussi des raisons qu'elles sont, ne continuait pas l'aventure chez Neva Productions. On s'est dit, tiens, pourquoi pas se lancer sur un vrai projet professionnel, et de transformer ce petit collectif en un vrai studio de jeux vidéo. Et c'est là qu'on s'est lancé sur le projet The Wanderer Frankenstein Creature, qu'on a proposé à Arte et qui avait été proposé, ce que les gens ne savent moins parce que c'est normal dans le jeu vidéo, c'est qu'on l'avait proposé avec Thibaut qui est très aguerri à ce genre de choses, c'était de faire un documentaire sur l'œuvre de Marie Shelley, l'autrice qui a écrit le roman et que peu de gens connaissent, une femme de 19 ans comme à l'époque, et nous de faire une proposition d'une expérience vidéoludique qui serait plus respectueux de l'œuvre originelle, c'est-à-dire du roman. Et voilà. Et on est parti là-dessus, ça a été notre première grande aventure. Et entre-temps, voilà, on a d'autres choses qui sont en cours. Là, éminemment, il y a un jeu qui va sortir, PC mobile, qui s'appelle Rubicon Conspiracy of Silence. On n'a pas communiqué encore dessus, mais qui est en fait un enfant de cette fameuse média Jam. Ça veut dire.
J'ai une exclu? Pardon? J'ai une exclu actuellement? C'est 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 une une exclu. exclue, on va dire, et qui aborde le sujet des lanceurs d'alerte. En fait, on Ok. va mettre le joueur dans la position d'un employé lambda. Hein. On n'est pas un espion ou un militaire. On trouvait que c'était tout de suite à mettre à la distance. Non, c'est un employé lambda dans une entreprise qui va se retrouver dans une situation où possiblement il doit faire des choix. Et il peut être un lanceur d'alerte ou non. On a vraiment voulu jouer sur cette force qu'est le jeu vidéo, c'est-à-dire l'empathie, le fait de faire des choix. Donc c'est un jeu de narration, d'enquête narrative avec une ambiance vraiment forte. Il y a un petit côté à leur story dedans, mais ça, après, il faudra attendre pour découvrir tout ça. Mais voilà, ça reste un petit jeu. Hein. Nous, les indés, on n'a pas des moyens importants. Mais c'était un jeu qui devait être un peu tout petit jeu au départ, qu'on faisait donc entre Midnight Mood, nous. Enfin, Midnight Mood, c'était les étudiants qui ont travaillé sur la jam avec François, qui était un journaliste d'investigation spécialisé de la Russie, qui avait proposé ce petit prototype pendant la jam qui s'appelait Fil Rouge, parce que là, c'était beaucoup plus sur les fake news manipulé par l'intelligentsia russe, on va dire. Et finalement, de fil en fil, on est parti sur quelque chose de plus ambitieux et sur les lanceurs d'alerte. Et voilà, donc on a eu la chance d'avoir accès aux sources réelles, enfin, que les journalistes de Mediapart, parce qu'ils travaillaient sur un livre et sur ça, ce qui nous a permis de voir un petit peu des choses terribles sur la réalité des témoignages de ces fameux lanceurs d'alerte. Certains sont aujourd'hui connus, d'autres non. Voilà, et on s'est servi de ces exemples réalistes pour faire une fiction autour de ça, parce qu'on, bien sûr, on ne peut pas faire quelque chose qui est réaliste, parce que voilà, je pense pas que voilà, c'est un jeu, je sais pas si c'est vraiment sa place. Et puis en plus, pour des raisons de droit, etc. Donc on a fait une fiction autour de ça, mais qui sont basées sur des processus, sur des états réels auxquels on a pu avoir accès grâce à, aux journalistes. Et donc Thibaut de Corday, encore notre écrivain, et Thomas Sonmeyer de Midnight Mood ont travaillé là-dessus. Et ça doit sortir prochainement. Après, c'est une semi-exclusivité parce que ça peut arriver très vite. Sinon, on doit le sortir tout seul comme des grands, avec nos petits bras musclés, c'est avec très très peu de moyens. Ou si, parce qu'on est encore dans une discussion, on va le sortir bien accompagné. Et peut-être que ça décalera la sortie de quelques mois parce que, effectivement, si on a un éditeur et on est en discussion en ce moment, qui dit banco, il donnera des moyens que nous, on n'a pas sur la Ouais. promotion du jeu, peut-être plus de langues dans le jeu, etc. etc. Voilà, mais c'est une demi-exclue. Voilà. Nous, voilà, comme tous les projets indépendants, il a été décalé, il y a eu pas mal de Bien problèmes dans le sûr. développement, surtout avec le confinement, etc. Donc on n'a pas trop pu en parler parce qu'on ne savait jamais si on allait pouvoir le finir, si on allait pouvoir le sortir. Et quand on se réveille, on s'occupait tellement du jeu qu'on ne s'est pas occupé du reste, en fait. Ouais, bah c'est normal ça. Voilà, c'est un petit peu la problématique. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui sortira sous le Label Games, avec finalement nos partenaires, donc Midnight Mood et Mediapart. Et on va présenter souvent dans des festivals, etc. Parce que c'est un sujet intéressant, que le jeu, franchement, le scénario est vraiment bien ficelé, avec plusieurs fins possibles. C'est un jeu qu'on ne pourra pas traverser en moins de 5-6 heures. Donc, l'air de rien, au début, on parlait d'un petit jeu d'une heure et demie. Ah, quand Et même. en fait, on est tombé dedans et on a fait plus que ce qui était prévu. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, il n'y a aucune annonce. Donc les gens qui auront la chance d'écouter ton podcast, c'est une info qu'ils vont avoir en fait. Bah c'est bien. Bah merci en tout cas. Donc voilà. Bah voilà, on a parlé de beaucoup de choses déjà. On a parlé de Neko Entertainment, que je voulais parler aussi, qui est un peu le premier truc de ton parcours entre guillemets dans le jeu vidéo. Dans cette branche-là encore, il y a d'autres choses que tu as faites que t'as pas encore parlé et qu'on va peut-être parler dans quelques instants. Mhm. Moi j'ai une question, c'est pourquoi le jeu vidéo en fait? Pourquoi t'être lancé dedans? Qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment où tu es rentré par exemple à Neko Entertainment la première fois? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? Parce qu'au début t'as pas fait du tout une formation qui était là-dedans, qui était basée là-dedans. Alors après, moi j'avoue humblement, là-dessus j'ai été touché par une étoile. Hein. J'ai eu un coup de chance, un hasard de la vie. En fait, pour te la faire simplement, moi j'étais typiquement ce genre de jeune qui fait son bac parce que moi j'ai fait un bac B économique parce que voilà, j'étais plutôt les matières où j'étais plutôt bon, l'histoire, la philosophie, l'éco, on faisait éco déjà au lycée, etc. Et puis les langues, voilà, faisait qu'on m'avait dirigé, tu vas vers ce bac B, etc. Après le bac B, etc. Et l'école que j'avais fait, j'ai été, parce que même si c'est l'école publique, vous savez, malheureusement, même en France, l'école publique, elle aussi fait trie ses meilleurs dossiers, on va dire. Oui, Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller à Assas, Paris 2, c'était pas une petite fac. Donc, pareil, toi, tu dis, ah, bonne fac, bon diplôme. Moi, c'est des retours que je fais aux étudiants, parce que j'interviens souvent, on en reviendra tout à l'heure, dans certaines écoles, et surtout à l'Engmin, la branche du CNAM. Mais c'est des conseils que je donne parce que c'est juste que je suis passé par ça et que j'ai été moi-même peut-être
à défaut là-dessus, de pas avoir été très français entre guillemets, c'est-à-dire de pas se poser la question de dans quel métier je me projette, de se réveiller un peu tard. Et donc voilà, j'ai plutôt suivi un cursus qui me paraissait légitime. Je savais que je voulais travailler dans quelque chose qui serait international. J'aimais voyager et peut-être quelque chose qui, par rapport à mon profil, vers le marketing et le commerce, tu vois. Mais pas, j'avais pas une. En fait, la passion que j'ai eue très jeune, qui était dans le design automobile, tu vois, quand au collège on a été dans les salons automobiles et que j'ai rencontré les gens de l'école, Stanislas, Souboul, etc., j'ai dit ok, d'accord, le gap il est beaucoup trop haut. Ils m'ont fait comprendre que nous on croit que c'est juste dessiné, non, c'est beaucoup de maths, beaucoup de physique. J'ai fait ok, d'accord, et ça m'a calmé. Et après, voilà, ben, j'ai eu une jeunesse un peu comme tout le monde, et donc je suis ce cursus, et donc voilà, Assas, éco et droit, un cursus pour faire ce qu'on appelait à l'époque AES, administration économique et sociale, avec une branche vers la gestion d'entreprises publiques ou privées, donc j'allais vers le privé. Et pendant ce temps-là, il se trouve que dans le hasard de la vie, ce qui est devenu aujourd'hui mon beau-frère, hein, c'est très drôle, qui était au même collège que moi et ma sœur, et avec qui je faisais de l'athlétisme, il avait eu lui-même dans sa vie, il a eu un frère de lait, Soti Rakem, un garçon qui est venu du Cambodge par rapport à la situation du Cambodge. Souvent, on envoyait les enfants et puis après, les parents venaient. Hein, vous voyez, c'était, on va dire, des partenariats qu'il y avait entre différents pays, entre le Cambodge et la France. Donc, ils avaient adopté ce garçon-là, etc. Et il se trouve que Sotira, lui, était un super dessinateur, un artiste à la base, et lui, il a fait un parcours, il a fini au Gobelin, il a fait partie de ces premières générations de développeurs en France. Lui, il est rentré dans le jeu de vidéo, dans les premiers boulots, après les Gobelins, dans les années 90. Toi, et c'est là qu'il a rencontré mes autres associés futurs, c'est-à-dire Frédéric et Laurent, et qu'ils ont travaillé ensemble chez Callisto. Et en fait, comme tous, c'était. Il y avait Fred, alors, Sotira était dans les Gobelins, mais c'est un artiste. Voilà, on va dire c'est un artiste, il profil artiste, aucun problème. Laurent était un codeur à la base, autodidacte, et Fred aussi, mais Fred très très fort sur les moteurs, bas niveau, etc. Laurent, comme c'était le plus. Peut-être, c'est celui qui avait le plus de profil. Dans sa carrière, il est passé de codeur à producteur exécutif, tu sais, gérer des prods, tu vois. C'est comme ça, son dernier poste qu'il avait à Callisto, c'était producteur exécutif. Et en fait, quand ils se lancent dans l'aventure, leur personnalité et leurs compétences, ils se disent, ah, il nous manque quelqu'un qui est peut-être un peu plus aguerri avec l'entreprise, la relation aux autres, la relation, le business development et la relation partenaire, l'international, et peut-être avec peut-être aussi ils avaient des compétences techniques, ils voulaient peut-être des compétences plutôt d'entrepreneur, tu vois. Et il se trouve que, bon, voilà, entre-temps, mon beau-frère, qui était lui devenu expert comptable, et leur expert comptable de leur société, et qui suivait l'aventure, puisque avec Sotira, il était lié, on va dire, par la famille, il dit, vous devrez rencontrer Cédric, parce que moi, entre-temps, j'étais devenu un gamer, hein, mais un gamer, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière l'écran. C'est que moi et mon grand frère, au détriment de sa copine de l'époque, on avait passé des nuits entières à jouer à tous les jeux qui sortaient. On avait les premières consoles qu'on shippait à une fois sur deux, on les cramait. C'était des puces à l'époque. C'était que les hardcore gamers qui faisaient ça. Pour pouvoir acheter des jeux d'import au Japon. Voilà, j'étais dans cette rubrique-là. Et donc, quand j'y rencontre, il se passe. Enfin, je me rappelle, je me dis, tiens, je te présente des gens. Moi, j'avais fait un stage de fin d'études chez American Express et après, le responsable m'avait repéré et m'avait proposé un poste dans une marque, tu vois, une sous-licence du groupe La Poste qui s'appelait Divipac, qui était tout simplement de la logistique internationale d'entreprise. Donc voilà, toi, c'est pas rien de sexy, hein, même quand je le dis. Pour moi, Ah oui, c'est un métier. Bien sûr, c'est un métier comme un autre. Et ça correspondait à mon profil d'étudiant, etc. Et puis voilà. Donc je dis pourquoi pas. Et puis je me dis, tiens, peut-être que c'est un truc où un jour j'aurais vocation à voyager ou travailler à être expatrié. Parce que pour info, mon père est antillais, ma mère est allemande. Donc déjà dans la famille, le voyage. Ah oui, il est sacrément. Voilà, c'est déjà présent. Et mes parents ont toujours voyagé, j'ai toujours eu la chance de voyager. Et donc là, d'un coup, je rencontre ces gens. Et tu as ce truc, des fois, déjà, c'était des gens, je trouvais que c'était des gens bien. Tu vois, le premier feeling, leur aventure était incroyable. Ils étaient dans une grosse boîte, ils avaient tout lâché, chacun de leur côté. Ces gars-là, à l'époque, qui continuent dans les boîtes, c'est des gars qui aujourd'hui seraient dans des grosses boîtes avec des gros salaires et des carrières parce que c'était les premiers arrivés. Il y avait très peu de gens qui savaient faire du jeu vidéo à l'époque. Et ces anciens-là sont tous rentrés dans les structures après, à part accident, on va dire, entre guillemets. Ils me proposent leur projet et ils me proposent de faire un truc qui me plaisait, c'était voyager. Et puis, attends, on parle de jeux vidéo, tu imagines les voyages qu'ils me proposent? Il me dit, tu sais, nous, alors, je me rappelle tout le temps, c'était Laurent, j'étais parti au restaurant avec Laurent, qui me disait, écoute, c'est vrai qu'on voudrait te proposer de nous rejoindre dans l'aventure et tout, parce que nous, on voudrait vendre ce qu'on sait faire, on voudrait parler de ce qu'on sait faire, on voudrait avoir des relations, préparer des business models, des trucs et tout. Et quand on a fait les premiers salons, et là, il me sort Los Angeles, le 3. Ah oui, quand même, c'est pas rien.
Bon, on est tous allés avec nos femmes et tout, en mode ah tiens, on fait le salon, on va là-bas pour se faire parler de nous, etc. Et ils étaient, je sais pas combien, il a dit on est revenu avec genre 3 ou 4 cartes de visite, tu vois. Et quand Et même. pourtant, ils avaient quand même déjà dans leur contact, parce que comme ils avaient travaillé dans des grosses boîtes et tout, ils avaient déjà un réseau de contacts, mais après, c'est pas pareil d'avoir un réseau de contacts et d'être dans cette posture-là, tu vois. Je veux dire, tu dois le voir, toi, en tant qu'étudiant ou toi, Adrien, les gens ont des profils différents. Il y a des gens, ils sont, voilà, ils sont pas faits pour certaines choses et basta, quoi. Donc il me dit, écoute, est-ce que tu as envie de nous rejoindre? Je vois que tu travailles avec moi, Cédric, pour... Et je lui dis, mais écoute, moi, Laurent, je connais rien aux jeux vidéo. Tu me parles de code, tu me parles norvégien, le graphisme, mais je suis là. Donc l'idée, c'était, tu as des choses à nous amener et il faudra que tu apprennes sur le tas. Et c'est comme si tu prends mes études et je les jette. C'est-à-dire que moi, mon diplôme ou mon cursus, autant quand je rentre dans une boîte comme Megax, etc., je disais, ouais, j'ai fait telle étude, tel diplôme, je cherche c'est normal que je sois légitime à tel poste. Autant là, je parte à zéro. J'amène une valeur ajoutée, mais il y a tout à construire. Mais ça, je vais pas te mentir, ça a été comme si j'étais tombé dans la marmite, tu sais, Obélix. C'est que j'ai dit, il y a un challenge, mais ça m'attire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis complètement sous perfusion et addict. Mais au début, c'était. Je pense que le côté challenge, je pense que c'est un truc que j'aime bien. J'ai toujours fait du sport et tout. Le côté challenge, le côté humain, l'aventure humaine, et puis le secteur, tu vois, parce que après, on va en parler un petit peu de mixité. Je vais pas mentir, hein, j'ai pas eu des problèmes dans ma vie terribles là-dessus, mais j'avais une famille ça se passait bien. Mes parents m'ont toujours, toi, c'est déjà multiculturel et tout ça, donc ouvert aux autres. Je me suis jamais, moi, dans ma famille ou moi-même, je me suis jamais marché dans la rue en me disant ouais, Black Power, je suis noir, donc l'Afrique ou toi, j'ai jamais ce genre d'idée-là. Mais par contre, après, comme tu t'en doutes, Adrien, oui, j'ai été dans les années 90, on a vu les skinheads arriver en France, et j'étais à Assas en plus, donc Assas, je pense que porte très bien son histoire. Donc j'ai dû affronter des gens qui avaient certaines idées du but, etc. Et tout, mais voilà, moi-même, j'ai pas été victime de trucs terribles, etc. Et tout, mais après, j'étais pas complètement inconscient. Mon père me disait, tu sais, moi, dans ma génération, et c'est vrai, tous ses frères et sœurs et tous les gens que je connaissais, on rigole toujours, il y avait le sketch des inconnus là-dessus. C'est vrai que les Antillais, ben, souvent quand ils venaient en métropole travailler, c'était par le concours. Et je ne m'étais pas posé la question. Un jour, mon père m'a dit, mais c'est que les concours, c'est parce que c'était une façon de ne pas être jugé par notre couleur et notre culture. Tu vois, donc c'est vrai que les premières générations des Antillais qui avaient même fait des bonnes écoles qui arrivaient en France, c'était militaires, fonctionnaires, infirmiers, parce que c'était des postes qui étaient faits par le concours. Donc c'était finalement les trucs les plus laïques et les plus universels. Après, les enfants de ces gens-là et tout, bon, ça a bien évolué entre-temps quand même, ce qui est vrai. Et donc finalement, j'avais des petits rappels comme ça quand même, et puis moi aussi à SAS. Alors déjà, tu es métisse, mais métisse de n'importe quelle culture, c'est ta couleur, ta minorité qui ressort. Hein. Mm. Que tu as un peu d'asiatique, tu as un peu de Maghreb, d'Afrique, de ce que tu veux, ou même d'Amérique du Sud si tu es typé, c'est ça qui ressort, donc on te différencie, et avec toutes les idées reçues qui peuvent aller avec. Puis en plus là-dessus, voilà, je dis à un moment donné, il n'y a pas de raison. J'ai commencé à me faire laisser, peut-être aussi un peu par rébellion, mais je me suis laissé pousser les dreadlocks, la barbe. Et là, mon père, il en rajouté une couche. Je dis, bah non, toi, t'exagères, c'est que là, tu vois, je dis, mais papa, de toute façon, je vais être dans un entretien, je vais être quelqu'un qui a des idées reçues. Que j'ai des dreadlocks ou pas de dreadlocks, s'il n'aime pas C'est ma la même couleur, je ne vais chose. pas blanchir la peau. Oui, c'est la même Donc, chose. et finalement, si je veux dire, je préfère tenter ma chance en assumant ça parce qu'il faut faire changer l'évolution. Et voilà, bah, c'est sûr que j'aurais été fan de, je sais pas moi, d'hôtellerie, de certains secteurs d'activité qui sont un peu plus, on va dire, à l'ancienne, j'aurais eu sûrement plus de problèmes. Et là, d'un coup, on parle de jeux vidéo. Tu sais bien qu'il y a des secteurs d'activité, c'est tout l'inverse. Mm. La mode, le cinéma, etc. On le voit bien. J'irais même plutôt que le mec qui est en costard cravate, trop bien, trop premier de la classe, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt le montrer du doigt dans ces situations-là. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Écoute, on se donne du temps. Moi, j'en avais à l'époque, la chance que j'avais, c'est que tout ce qui était cadre dans les certaines entreprises, surtout les entreprises chapeautées par l'État, à l'époque, à mon époque, c'était donc entre 97 et 2000, tu sais, il y a eu les premières politiques des 35 heures. Oui, ouais. Et au début, même pour montrer l'exemple, les entreprises ou les marques publiques faisaient exemple des 32 heures. Et comme dans la vraie vie, dans certains secteurs d'activité ou les cadres, c'était impossible de pouvoir de pouvoir travailler dans ces heures-là, ils avaient créé les comptes épargne-temps. C'est que les heures au-dessus de 32 heures, tu épargnais temps qui pouvaient être payés en partie avec un bonus ou que tu pouvais transformer en vacances ou en congés. Et comme c'était un service qui venait de se monter, on avait tous bossé comme des dingues, j'avais un petit peu cumulé. Donc l'idée, c'était, comme eux-mêmes et les bulles de Neko, on ne pouvait pas vraiment se payer, c'était de prendre un peu de temps. Donc la première année, ça durait 1 an et demi, je pense, je ne me rappelle pas vraiment, j'ai travaillé avec Laurent, j'allais les voir dans leur petit studio le soir, le week-end, pour
qui m'apprennent, qui me donnent les connaissances. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais essayé de trouver un livre. J'avais trouvé un livre américain sur le jeu vidéo développement et le business development dans le jeu vidéo. Il y avait très peu de choses, pas comme aujourd'hui. Et tu n'avais pas du tout d'école, hein, tu n'avais pas de formation, tu n'avais Bien rien. sûr. Donc, c'est eux qui m'ont montré ce qu'il y avait derrière le rideau, toi, tout ça. On a commencé à faire des salons je prenais des jours de congé, je faisais des salons avec Laurent. Là, tout de suite, le premier salon, j'arrive à Los Angeles ou à Tokyo Game Show. Premièrement, je suis ébloui. Deuxièmement, même je me rappelle, le premier fois du salon, j'avais fait un effort, j'avais mis une chemise, un petit costume, et je m'étais un peu rasé. Et là, j'ai fait, mais ridicule. Le lendemain, je suis arrivé, j'étais en jean et en t-shirt. Parce que j'ai vu des Américains avec des crêtes comme ça, enfin, les mecs. Et les mecs, c'est, yeah, come on, what do you do? Enfin, c'est business is business. Il n'y avait pas de côté, tu vois, ça rentrait plus dans ces cases-là. Donc là, ça m'a encore plus donné envie, on va dire. Et qu'en même temps, ça a permis aussi, à ce moment avec Laurent, de voir que ben, finalement, dans ces postures-là, moi, j'étais plutôt à l'aise, intrinsèquement, naturellement. Toi, voilà, parler en anglais avec les mecs, parler de choses, enfin, tu le sais, hein, tu m'as eu en intervention, je suis assez prolixe, et c'est un de mes défauts d'ailleurs. Oh, C'est c'est que, pas ce qu'un voilà, défaut, c'est bien aussi. Hein. ouais, quand j'ai un sujet qui me plaît, je me lâche, et que finalement, déjà, je jouais à certains jeux, mais je n'étais pas des ultra gamers, et puis surtout pas des développeurs, mais moi, j'ai beaucoup de centres d'intérêt qui sont très liés aux jeux vidéo. Je suis un fan de BD. J'habitais rue de la Roquette à Bastille. J'ai vu arriver en 93 rue Keller les mangas en France, et je faisais la queue tous les mercredis pour récupérer les Akira traduits par des mecs à la main. Le cinéma, m'a toujours le film d'animation, ma mère m'a amené voir quand j'étais jeune des trucs comme Metal Hurlant ou Voyage à travers le temps, enfin des trucs comme ça. Voilà. Jodorowsky, Moebius, tout ça, les BD, j'en avais plein à la maison. Donc c'est très lié quand même aux jeux vidéo hein, finalement. Donc et tout ça, donc je suis très vite assez à l'aise avec l'envie et le secteur. Par contre, il fallait que j'apprenne. Et voilà, donc on a commencé à travailler sur des projets en interne, on a eu des premières commandes, mais je dis toujours en rigolant, parce que quand les gens me disent ah, monsieur Bach, vous êtes un vétéran de jeux vidéo, nanana, je dis vous savez, pendant 3 ans et demi, j'étais comme vous, j'ai dû apprendre sur le tas et je pense que je me suis vraiment senti à l'aise sur certains domaines seulement au bout de 3 ans et demi. C'est-à-dire que les premières années, qu'on est dans les salons, dans les meetings, par rapport aux meetings que j'essayais d'organiser. Alors moi, j'étais la relation, j'étais le visage, j'étais le truc à l'extérieur du studio, et en plus d'aider à Laurent sur la discussion des contrats, négocier les projets, faire des relations clients, comme on dit. Mais plus tu connais ton produit, mieux c'est. Et des premiers salons, j'avais l'obligation d'avoir des fois ou Sotira ou Fred qui venaient avec moi parce que c'était la caution technique ou la question artistique. Même si Laurent, ben, heureusement, comme c'est un ancien codeur, il était très très à l'aise. Et puis au fil des années, au bout d'un moment, j'y allais tout seul. Tu vois, parce que déjà, il y en a qui n'étaient pas fans de voyage, d'autres qui n'étaient pas trop à l'aise avec l'anglais ou la communication, puis ils avaient des choses à faire, ils avaient d'autres tâches à fêter. Mais je sais que moi, il m'a fallu 3 ans et demi pour dire, je ne dis pas pour être un expert, hein, pour être à l'aise. Pour ce que je ne savais pas quand je suis arrivé dans le jeu vidéo, je l'ai dû l'apprendre sur le terrain. Mais il m'a fallu bien 3 ans et demi pour comprendre tous les métiers, tous les process, tous les trucs, tout en faisant partie de cette génération, je pense, des patrons de studio. Parce que je pense que les premiers patrons de studio, c'était des faiseurs. On demandait les premiers développeurs, Eric Chahi, Claude, etc. C'était des super créatifs. On leur demandait des game designers, des codeurs, des graphistes, etc. Et tout. Mais la génération de ceux que j'ai cités avant, tu sais, qui étaient tous à la base des fois ou bien des créatifs, etc. Mais je parle des gens de Kiloton, d'EcoSoftware, de Cyanide, de Spider, de Make and Sleep à l'époque avec Olivier Lejade. Je pourrais t'en citer beaucoup d'autres. Mais c'est des gens qui devaient maîtriser leur studio, c'est-à-dire faire des jeux qui avaient des envies, qui avaient des passions, mais qui ont dû aussi apprendre à faire du business, en fait, de l'entrepreneuriat. Ce n'était pas le cas avant. Moi, c'est ce que je devais apporter à Neko, mais ma génération, c'est des gens qui devaient être des vrais entrepreneurs, avoir des visions, des modèles, etc. Et alors que maintenant, c'est une évidence pour les dernières générations et que même à l'école, on leur apprend un peu de marketing, un peu de business model, comment faire un cahier des charges, comment faire un pitch, une présentation, qu'est-ce que c'est que l'édition. Bien sûr, parce que maintenant c'est essentiel de faire ça. C'est essentiel de savoir fait. faire ça. En fait, le jeu vidéo a tellement évolué en quelques années. En fait, c'est l'un des secteurs où ça évolue le plus parce qu'il y a des techniques différentes tous les jours, il y a des façons différentes de voir le jeu vidéo et ça évolue avec la société en même temps. Le jeu vidéo est un truc qui évolue beaucoup avec la société, donc c'est normal en fait que ça prenne ça. Tu as mis le doigt sur un truc qui est aussi, je pense, une des choses qui fait que j'aime ce secteur, c'est que c'est un secteur que tu es obligé de te remettre en question très régulièrement. Pour l'aspect technique que tu viens de dire, c'est-à-dire que moi je me rappelle quand il y a eu la mode du serious game et qu'il y avait des gens de l'industrie classique, comme on dit, qui allaient vers les développeurs de jeux vidéo et je sais pas moi, on va dire une industrie, je sais pas moi, lourde ou de services ou de technologie, et qui disaient, oh, tiens, on va voir les développeurs qui nous proposent un serious game. Et il y a des copains qui faisaient ça, qui me disaient que c'était très drôle parce qu'on arrivait, tu avais des ingénieurs dans la boîte qui disaient, on va voir des geeks, les mecs qui connaissent rien.
Et à la fin de la réunion, il s'était fait couper en deux par le gamin. C'est-à-dire que le gamin, techniquement, était beaucoup plus up-to-date et il se projetait. Pourquoi? Parce que dans le jeu vidéo, tu as raison, à la fin, c'est un produit de plaisir, d'entertainment, etc. Et comme le cinéma et les films d'animation, pour que ce soit toujours plus fort, plus beau, plus impressionnant, il faut évoluer. Et c'est la technologie au service de la création. Mais c'est un grand écart qui est délirant. Parce que tu es bien d'accord qu'en général, la profil, c'est tes logiques, tes mathématiques, etc. D'un côté, tu es créatif. En général, on dit souvent, tu sais, c'est deux hémisphères différents. C'est deux trucs différents, que la personne ne peut pas être la même chose, les deux en même temps, Voilà. en fait. Et les gens, il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est que les techniciens dans le jeu vidéo, il faut qu'ils se disent, je vais faire un outil, je vais améliorer un truc qui va permettre d'avoir un meilleur rendu de la matière, ça ira plus vite, on pourra mieux l'optimiser. Enfin, pour moi, c'est là où je trouve que finalement, les gens qui sont dedans, ils ont besoin d'être dans la passion aussi, parce que il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont eu des carrières dans le jeu vidéo, sur la partie technique, qui après, pour des raisons familiales ou personnelles, ont été dans des secteurs genre SS2I, informatique pure, pour beaucoup mieux gagner leur vie, même si, entre guillemets, ça les fait chier, en fait. Ouais, Et il y en a qui restent, parce que les compétences, elles sont là, mais comme le secteur très longtemps était vu de côté, n'était pas bankable, au début, les salaires, quand on avait, c'était misérable. Bon, maintenant, ça monte, parce que, voilà, là, je te fais un overview sur 20 ans, mais bien sûr, depuis, l'industrie du jeu vidéo est devenue un mastodonte, gagne plus d'argent que le cinéma, à tel point que les spécialistes, les monstres, moi quand je rentre dans le jeu vidéo, tu avais une centaine d'éditeurs énormes. C'est qu'à l'époque, Capcom c'était énorme, Konami c'était énorme, Ubisoft était dans les top machins, THQ était un monstre. Donc voilà, il y en a plus des 2 tiers qui ont disparu. Et surtout, ils ont vu arriver des monstres, c'est-à-dire des groupes multimédia qui n'étaient pas l'espèce du jeu vidéo. Voilà, je te parle pas des constructeurs, parce que Sony, Nintendo, ok. Je te parle des gens comme Tencent, comme Google, comme Apple, etc. Parce qu'ils ont vu que c'était un multimédia que tout le monde utilise. Maintenant, il y a des femmes, comme on dit, les managers 60 ans qui vont jouer à un casual connect dans le métro, un jeu casual ou hyper casual. Et à côté, tu as toujours les hardcore gamers. Enfin, tu as un panel qui est beaucoup plus grand. Le nombre de jeux, de plateformes sur lesquelles tu peux jouer a explosé. Avant, tu avais deux marques. Alors, il y a eu Sega, mais après, il n'y avait plus que Sony et Nintendo sur la console de salon qui demandaient d'être très habile avec une manette, etc. Maintenant, là, je te fais pas les dessins, mais déjà, rien qu'en console de salon, tu as un panel de jeux qui est très différent. Et puis, on a vu arriver la Wiimote, la Kinect, qui ouvrait déjà le champ des possibles. Tu pouvais faire jouer ta grand-mère ou un enfant très jeune qui n'avait pas d'habilité avec une manette. Puis après, tu as eu Facebook, le mobile. Maintenant, on peut streamer les jeux à distance. La puissance du streaming, de la 5G, du 4G ou la puissance des portables fait que tu peux jouer à des jeux console sur des portables. Enfin, c'est la VR, l'AR. Voilà. Donc, ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Et ce qui fait que c'est ça qui fait que, comme tu dis, il y a une émulation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est challengeant, c'est sûr, parce qu'il faut que tu te remettes en question tout le temps sur ta compétence technique, sur comment avoir une nouvelle idée, etc. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui fait aussi le cachet. Que c'est excitant, quoi. Oui, c'est aussi quand la marque de fabrique du jeu vidéo, c'est de tout le temps se réinventer pour faire de nouvelles choses et ne jamais tomber dans ce qu'on appelle la routine, entre guillemets. C'est qu'il y a très peu de jeux où c'est tout le temps la routine. Moi maintenant, je vais parler d'Ubisoft, pas du tout, mais dans le jeu où c'est la routine technique ou technologique, l'invention de nouvelles histoires pratiquement tout le temps. C'est un peu comme si on ouvrait un livre pour raconter un conte à un enfant. On change toujours un petit peu et on change toujours la chose. Et ça qui est bien avec le jeu vidéo, c'est qu'on peut raconter plein d'histoires différentes en essence des fois des techniques totalement différentes des unes des autres, en parlant des jeux narratifs qui étaient des jeux textuels à une époque. Et maintenant, on peut les faire totalement faire vivre des contes pour enfants grâce aux jeux vidéo. Donc ouais, c'est ça qui me motive à faire du jeu vidéo, c'est qu'on peut créer tellement d'histoires différentes que normalement ça devient pour le cerveau, c'est quelque chose de stimulant en fait. Ça stimule tellement les personnes qui les font que en fait il y aura toujours des jeux vidéo parce qu'on peut tout mettre en jeu vidéo. En fait, on peut faire l'impossible devenir possible. Voilà, et puis même si à un moment donné, les technologies, les usages et l'appréhension du jeu vidéo, parce que nous, on était dans une génération où, au début, c'était un petit peu comme la musique punk, c'était hyper dark, c'était le diable, machin et tout. Les premiers jeux vidéo, c'était pour les ultra geeks, machin et tout. Après, on a eu la période des problématiques que pouvaient amener les jeux vidéo, c'est-à-dire l'addiction ou les violences. Toi, tu étais encore jeune, mais je me rappelle de ce fameux serial killer norvégien qui a massacré les gens sur l'île de façon très stratégique et technique. Et on dit que carrément, sur certains médias, c'était la cause et la technique, c'était jeu de guerre. C'était un gamer, le mec, il jouait. Ouais. Attends, excuse-moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un serial killer dans l'histoire du monde, si vous trouvez, bien sûr que le mec, si le mec c'est Satan, entre guillemets, il ne va pas lire des livres pour enfants. Ah oui, qui prennent et donc on va dire quoi, que c'est le roman, il a lu ça, donc c'est à cause de ça. Il a vu un film, je sais pas moi, Vendredi 13, c'est à cause de Vendredi 13. C'est ridicule.
c'est des mecs qui font du buzz sur rien. C'est des docteurs, ils ont je sais pas combien d'années d'études et ils font des analyses de premier degré. Oui, il y a des problématiques effectivement d'addiction, etc. Mais c'est des problèmes d'usage. Tous les médiums, euh, voilà. Quand j'entends une mère qui dit, à l'époque on voyait ça, ah à cause du jeu vidéo mon fils est déscolarisé. Non, 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 non. C'est pas le jeu vidéo qui est déscolarisé. C'est le jeu vidéo peut-être, comme le mec le pétard, le jeu vidéo, etc. Ses relations extérieures font que c'est des éléments aggravants possiblement, mais il y a quand même eu un problème au départ. Qui écoute la dame et tu comprends que son gamin a 12 ans, a une connexion internet, une console et un ordinateur dans sa chambre, qui va plus à l'école et qui fait des nuits blanches. Et j'ai envie de dire à la dame, excusez-moi madame, vous avez un problème de parentalité quand même là. Vous avez un problème d'éducation quand même. Excusez-moi, moi j'ai été jeune, hein, mais jamais il serait passé ça dans mon entourage. Voilà, donc donc, mais ça, c'est vieux comme le monde. À chaque fois qu'il y a eu des mauvais, même nos arrière-grands-parents te diraient que les premières radios qui rentraient dans les familles, certains prêcheurs disaient que c'était la voix du diable, tu vois. Elvis, c'était le diable, tu vois. Donc, à chaque fois, il y a ça. Mais effectivement, bien sûr, je ne vais pas défendre bêtement le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, comme dans tous les médiums, tous les médias, il y a on va dire, il y a du bon et du mauvais. Il y a des mauvaises choses. Par contre, je trouve que c'est plus intelligent de vivre avec son temps et de faire des choses bien. Nous, on a eu la chance avec Neko, d'ailleurs, ça nous a un petit peu, on va dire, tatoué à vie, c'est que dans les premiers projets qu'on a eu, on a eu la chance de travailler avec Cocktail, à Dibou. Ah oui, quand même. Ah oui, Ah oui, avec Muriel, qui était cette fameuse ingénieure de maths qui avait inventé l'idée, qui avait eu cette idée de dire apprendre de façon classique à des enfants, c'est compliqué. Si on met du plaisir dedans, indirectement, ils apprennent beaucoup plus. Ils avaient déjà fait des jeux éducatifs, ils voulaient faire l'adaptation sur console. Ils voulaient aller encore plus loin dans la gamification, dans le côté ludique du jeu. Donc, on a fait des Adibou avec eux. Donc après, comme ça s'est très bien passé avec eux, alors alors, toi, ça c'est aussi un peu le problème des Français, quand tu sais faire un truc, tu sais faire que ça, donc on a eu tous les licences jeunes qui pouvaient exister sur Terre, mais bon bref, mais en l'occurrence, c'était super intéressant de travailler avec eux, parce que nous, on pensait réfléchir comme un enfant, et ils s'étaient rendu compte qu'on s'était complètement trompé, et quand ils nous ont ouvert un peu leur boîte noire de la psychologie enfant, pourquoi un enfant a besoin de faire un geste comme ça, de réfléchir comme ça, de se projeter dans l'orientation, etc., pour que nous, on fasse le jeu, on level design le jeu, on fasse l'UI et l'UX de façon réfléchie. Ça a été très intéressant, je pense, et ça a été pour moi, je pense, la première fois, enfin, alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout, hein, c'est très vieux, hein, je te parle des débuts des années 2000, là, Adrien, mais déjà, ça m'a démontré indirectement que oui, un jeu vidéo, c'est pas forcément à chaque fois boum boum vroom vroom cucu, tu vois, excuse-moi du terme parce qu'il y en a qui le pensent, comme dans le cinéma, hein, tu as des trucs comme ça, mais tu as des très bons films d'auteur, mais dans le jeu vidéo, c'est pareil, tu as d'autres choses, ça peut être un médium qui passe quelque chose, et voilà, et donc, bien sûr, au début du jeu vidéo, le cœur du jeu vidéo, c'est du fun, c'est du plaisir, mais peu à peu, les années, les décennies venant, on voit que même dans des jeux, des fois, d'action pure, ben, il y a un travail sur l'histoire, sur les chara-design, qu'il y a un peu des caricatures qui tombent. Avant, tu avais la fille super sexy toujours à poil et le mec super costaud, nana, que dans les jeux vidéo, maintenant, quand tu parlais de mixité ou d'idées neuves, il y a un chemin qui se fait. Donc, et depuis quelques années, surtout, on voit surtout dans les jeux indépendants, des jeux qu'on appelle care game, tu sais, avec des messages positifs qui s'intéressent aux problèmes de l'écologie, des problèmes de psychologie sociale, politique, tout ce que tu veux, des jeux engagés. Ah, bien Et sûr. donc le médium peut être aussi, comme dans un Et, cinéma, un roman, une BD, et c'est aussi ce porteur de genre message. sur le jeu Kerber, en fait, c'est des jeux qui sont apparus il n'y a pas très longtemps, parce le jeu vidéo a évolué d'une certaine façon qu'on a pu rendre ça accessible aux gens, et la création de Game Jam qui n'existait pas beaucoup à une époque et commence maintenant à totalement exploser, et c'est dans ces Game Jam là que tous ces idées etc et tout arrivent, ou des choses comme ça. Pour ce genre d'idées arrive, donc tout ce qui est sur l'écologie etc et tout, Mm. c'est des choses qui arrivent parce que c'est des choses qui sont maintenant très répandues dans la société et qui se reversent dans le jeu vidéo en même temps en fait. Ben, de deux manières, en bas et en haut, j'appelle. Premièrement, vous, les développeurs, vous vous baignez là-dedans. Toi, tu es dans une génération où d'un seul coup, avec tout ce qui s'est passé récemment, tu es beaucoup plus sensibilisé que certaines générations précédentes sur les problèmes qui ont été plus exposés que le confinement, c'est le, le- la relation sociale, l'écologie, la production, et tout ça, etc., etc. Donc, toi, comme ça t'imprègne, parce que tous les médiums culturels sont souvent la vitrine, c'est l'expression d'un artiste, tu vois. Donc, il exprime quoi? Il exprime ce qu'il a vécu, ses projections. Donc, on est construit de ça. Donc ça, c'est normal que ça ressorte parce que eux-mêmes les développeurs se nourrissent de ça. Et puis au-delà de ça, quand c'est réfléchi, quand il y a des analyses, après, alors, des fois c'est même un peu mercantile malheureusement, mais il y a des gens qui sont à très haut niveau dans les gros qui disent ah, la tendance du moment, donc il faut leur donner ça. Donc tu vois, ce qu'on dit que ça vient en amont et en aval,
ça vient dans les envies, la création, ceux qui disent, même je me nourris de ça, donc j'ai envie de l'exprimer dans mon médium, et aussi de façon, on va dire, réfléchie, stratégique, ou des fois mercantile, de dire, ben là, typiquement, quoi, je te donne un exemple un peu caricatural. On a eu 2 gros sujets ces dernières années, MeToo et Black Lives Matter. Il y a eu des gens qui ont voulu mettre plus de mixité, aborder ces sujets sur les femmes ou sur la mixité, mais de façon un peu sensible ou indirecte, parce que si c'était trop flagrant, peut-être que les éditeurs ou les médias disaient ah non, oh là, c'est sensible, n'y va pas. Mais d'un coup, c'est devenu bankable. Parce que je ne veux pas te faire le dessin, tu vois ce qui se passe depuis quelques temps. Et là, c'est l'inverse. D'abord, il y en a qui font des trucs vraiment intéressants, et puis là, tu as d'un coup les gros qui te sortent, ça devient caricatural. Avant, il n'y avait aucun mec de couleur dans un jeu vidéo, puis d'un coup, ils sortent des jeux vidéo, il n'y a que des gens de couleur. Non, mais attends, c'est un peu énorme, toi, je veux dire. C'est comme, je crois que c'est sur je ne sais plus quelle plateforme de streaming, qui sort un film sur des films d'anticipation catastrophique sur des virus. Je peux t'en sortir des milliards, hein, les zombies, les machins et tout, nana. Mais d'un coup, tu as un jeu sur le Covid. Ouais, c'est Prime Video qui sort ça. Ouais, le film n'est pas bon. Mais pour moi, ça, c'est carrément surfer sur le truc. Par contre, pour autant, il y a quand même des gens qui vont un peu plus loin que ça, qui disent ah, le virus lui-même, ok, mais qu'est-ce que ça a amené le virus? Ça a amené le confinement, un lockdown mondial, ça fait ressortir des problématiques ponctuelles et peut-être des nouveaux usages. Et ça m'intéresse, ça va construire un scénario qui pourra servir à un film, une série, un roman ou un jeu vidéo. Peut-être pas de premier degré et trop un peu genre ah les gens sont sensibles à ça donc je vais mieux vendre, mais plus vous dire non il y a un vrai truc à faire autour de ça quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à Label parce que effectivement quand j'en discutais avec Thibaut et Laurent c'est un truc qui m'a toujours plu parce que moi je suis pas picousé comme certains avec qui je bossais ou oui je comprends hein, moi j'ai plein d'autres passions que le jeu vidéo, j'ai d'autres hobbies et finalement dans mon entourage moi je venais moins de ce secteur-là donc j'ai beaucoup de gens, moi j'étais un petit peu un mouton noir d'ailleurs hein, toi autour de moi les gens ils sont pas du tout dans le jeu vidéo dans ma famille ou dans mes copains et donc tu avais plein de questions qui étaient légitimes tu vois et intéressantes et c'est pour ça que ça a un petit peu amené la création de Label, c'est-à-dire utiliser un médium de jeu vidéo avec un vrai jeu vidéo, attention, mais peut-être apporter, voilà, Wanderer, on est sur un vrai roman, hein, une œuvre essentielle et énorme, iconique dans le roman, et pourtant on peut faire un jeu vidéo et pas faire n'importe quoi avec. Et les retours qu'on a des gens, alors même si ça reste un jeu niche, je te l'accorde, nous le plus important c'est que les gens qui y jouent disent ah ouais d'accord, c'est fort, il y a des émotions, on a de l'empathie pour la créature, les sujets abordés sont intéressants. Je ne connaissais pas l'œuvre de Mary Shelley, ça me donne envie de la lire. Là, bravo. Voilà, donc maintenant après c'est pas un jeu, on n'est pas dans un shmuper, on n'est pas dans un Pac-Man évidemment. Et il y a des très bons shmuppers, il y a des très bons Pac-Man. Heureusement, c'est ça qui fait aussi la force et la diversité du jeu vidéo. Mais nous on est plus dans cette posture-là parce que finalement j'aurais pas pu faire ça il y a 10 ans. Je pense que le marché, les joueurs n'étaient pas là. Tu sais, les caregamers, on en parle depuis peu de temps. Et pourtant, si je te dis que finalement, dans BioShock et dans Shadow of Colossus, tu avais déjà un message un peu Kerber. Ah, bien sûr, oui, totalement. Et toi, tu les connais. Pourtant, à l'époque, on ne parlait pas encore de ça. Donc, même c'est marrant qu'on parle de jeux indépendants. Nous, qu'on a fait des jeux indépendants, donc on se rappelle Western Zone, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, et que nous, on a toujours travaillé avec le Japon, avec Neko, on a toujours réussi à sortir certains de nos jeux au Japon, avec des éditeurs classiques. C'est les Japonais, c'est un autre monde, hein, c'est une autre culture. Hein, c'est très étonnant, c'est une société moderne. Il y a un choc des cultures. Toi, Lost in Translation, le film le montre très bien. Ce qui est normal quand tu vas chez les papous ou dans un truc où il y a une différence de développement, on va dire, culturel et social. Mais le Japon, il n'y a pas de différence. C'est un pays moderne, etc. Et pourtant, plein d'aspects sont différents. Et je me rappellerai tout le temps parce qu'on avait signé avec d'autres développeurs européens des jeux indépendants que nous on appelait indépendants pour les sortir au Japon. Et pour les sortir au Japon, c'était un Anglais, Tony Bayus, qui avait monté qui avait travaillé pour des boîtes japonaises très très longtemps et qui avait senti ce truc en Europe et qui avait ouvert un éditeur au Japon parce que ça ne se faisait pas. Il avait fait. Et on avait fait un interview pendant Tokyo Game Show avec Famitsu, qui est quand même la référence du magazine du jeu vidéo japonais. Et c'était quoi le sujet du truc? C'est quoi un jeu indépendant? Ah, il n'y a pas tout cette notion d'indépendant en fait d'indépendant et de pas indépendant dans les deux cas en fait. Il n'y a pas de notion en fait de ça, ça n'existait pas. En fait, pour eux, ça ne veut rien dire. Mais en fin de compte, quand tu réfléchis, les premiers jeux indépendants, c'est les Japonais. Mais eux, c'est la perception du jeu indépendant, c'est plutôt, on va dire, arty, un peu plus, qui s'exprime de façon plus forte, etc. Et où il n'y a pas, t'appartiens pas à un groupe financier ou à une banque, etc. C'est un peu, on va dire, la définition grossière d'un jeu indépendant, on va dire, de notre côté. Pour eux, non, parce qu'ils ont un système déjà économique, tu sais, quand tu es une petite structure, tu as une sorte de tantine, tu sais, tu as un parrain qui est un peu plus gros, tu es toujours un petit peu
comme ça soutenu par une société plus grosse. Donc le côté indépendant déjà économiquement, c'est un truc qui leur paraissait bizarre. Mais même le secteur du jeu indépendant, voilà, parce que je peux dire que des jeux barrés, des petits jeux complètement foufou, au Japon, t'en as des tas. Bien Euh, sûr. je me rappelle avec des copains d'Arkedo, Pasta Game, qu'on allait faire des Tokyo Game Show, on profitait pour prendre du temps pour nous pour aller à Tokyo, Osaka ou Kyoto. On fonçait dans les magasins, des trucs, et t'avais des jeux japonais, mais complètement barrés, quoi. Euh, les gars d'Arkedo, Camille et Adrien, ils en étaient fans, ils ramenaient des jeux complètement délirants, enfin des jeux où tu avais des duels de regards, c'était génial. Et, mais c'était le lexique, en fait, l'interprétation culturelle du truc qui était très. Et encore maintenant, ils ont ouvert d'ailleurs depuis quelques années des salons indépendants. Il y en a deux, je crois. Il y en a un à Kyoto et un à Tokyo. Et de ce que je sais, c'est aussi drivé par des expats, enfin des expatriés, des non-japonais qui vivent là-bas et qui travaillent dans le secteur, toi. C'est très, très intéressant de voir la perception est différente, toi. Mais pour autant, oui, aujourd'hui, on a des propositions. Bon, alors, déjà, le nombre de jeux qui sort n'a rien à voir avec mon époque, parce que où j'ai commencé, où les journalistes couvraient après un jeu qui sortait tous les 4-5 mois. Là, avec les journalistes, ils ont leur boîte mail qui On explose. a une Parce dizaine que par jour pratiquement ben, qui c'est peuvent ça, sortir. c'est ça. On parle si on rajoute le mobile dedans avec les applications, c'est 1000 trucs qui sortent par mois. C'est complètement fou, quoi. Donc, et dedans, il y a des pépites qu'on voit pas parce que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup trop de titres. Euh, mais ça, c'est voilà, le jeu vidéo, le secteur est vraiment, vraiment devenu un secteur à part entière avec une vraie rationalisation, un financement, tout ce qui est marketing, pub, promotion que faisaient les autres secteurs, ben, le jeu vidéo l'a compris. Hein. Ouais, En mais l'occurrence, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de jeux qui a commencé à faire du marketing de population pour démarquer son jeu des autres jeux en fait. et puis surtout que plus tu as des joueurs et plus tu as des potentiels de revenus hallucinants. Je veux dire, quand tu avais un jeu, je sais pas moi, à l'époque, Matrix, c'était un jeu quand Matrix était sorti, c'était 60 millions de ventes, on trouvait ça incroyable, toi. Ou c'était 60 millions d'euros pour le faire, mais bon, bref. Et quand tu vois les chiffres de revenus et le coût que met dans le marketing des boîtes comme Kill.com, Super.com sur ces jeux soi-disant free-to-play, Mhm. on parle de milliards. Enfin, Ah bah oui. quand Angry Bird est arrivé, puis après les autres jeux derrière, c'était encore autre chose, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a même des jeux comme World of Warcraft ou des gros jeux qui étaient vraiment le jeu que tu payais très cher en abonnement, premium, etc. Ben, même eux, ils ont dû finalement céder à ce genre de choses parce que c'est un tout nouveau modèle économique qui est arrivé, quoi. Donc et les moyens sont énormes. Donc c'est vrai qu'il y a toi, Ubisoft qui se fait entre guillemets attaquer par, euh, par le groupe de Niel qui veut racheter les trucs. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. C'est ceux qui ont acheté de la presse papier, la télévision, qui ont mis des billes dans le cinéma et tout ça, à un moment donné, ils ont dit, oh là là, du côté du cinéma, du jeu vidéo, il se passe des trucs, il y a des revenus de dingue, il faut qu'on y aille, quoi. Et puis voilà, voilà, quand tu entends un chiffre et quand tu entends le budget d'un Fortnite et ce qu'il récupère en revenus, tu aurais dit ça il y a quelqu'un il y a 20 ans, il aurait dit, mais t'as fumé quoi, c'est pas possible. C'est absolument colossal. Donc ça amène, ben voilà, maintenant dans beaucoup de très grosses, c'est pas, dans toutes les très grosses boîtes, c'est rare que tu as encore les fondateurs de base, tu sais, les créatifs qui sont là. Je pense que là où il y a encore des gens qui sont ceux qui drivent leur boîte, qui étaient au départ, c'est Ubisoft, avec la famille Guillemot. Mais tous les autres éditeurs spécialisés du jeu vidéo, ben à terme, ils ont été remplacés par des Ah, financiers, des banquiers, des attends, marketeurs. je reviens. Je vais juste te laisser 5 secondes. Je Bien reviens. sûr, bien sûr. Attends, hop. Donc voilà, donc oui, je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu nostalgiques de l'époque, qui étaient un peu comme dans la musique et le cinéma, où c'était un peu ce qu'on appelle la gold période, comme ils disent les Américains, la période, l'âge d'or en fait, c'est-à-dire un peu le moment où il y a une insouciance. Ouais, tu faisais un super album, tu étais un super rocker, tu allais dans une radio, on te faisait un album vinyle, tu sortais partout et hop, ta carrière était faite. Les premiers films, le jeu vidéo, c'était ça au départ. Les premiers jeux qui sortaient, il y en avait tellement peu qu'il y avait un peu de la place pour tout le monde, on va dire, entre guillemets, quand tu étais un bon développeur en tout cas. Maintenant, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Ah, bien sûr. Bon, vu qu'on parle d'argent, on a parlé d'argent, peut-être parler de Capital Games et de ce que de comment vous intervenez plus pour les aides de studio, etc. Vu qu'on parle de ça, et Ray, je pense qu'on peut peut-être parler aussi de ce qui a découlé de ça. J'imagine que la bourse jeux vidéo a découlé de Capital Games après. Alors non, c'est pas des coups de Capital Games, je le ferai Bien sûr. historique. En fait, effectivement, pareil, à un moment donné, je te dis, tu vois que nous, Neko, on s'est lancé les années passées, et tous les autres studios qui étaient autour de nous, tout le réseau français, donc tu avais les ancêtres des ancêtres, hein, des mecs qui avaient peut-être 5 ou 10 ans de plus que nous, il y en avait très peu. Il y avait ces boîtes qui étaient là à peu près à la même génération que nous, puis ceux qui arrivaient derrière. Et en fait, on a donc vécu
ce côté un petit peu, bah, tiens, le jeu vidéo, c'est un truc complètement niche, ça vient d'ailleurs, tu vois, etc., etc. Et à un moment donné, c'était plus possible parce qu'il y avait quand même des prises de risques énormes. Donc, le jeu vidéo, alors, je peux dire qu'à l'époque, être backupé par une banque, t'oublies. Avoir de l'investissement, t'oublies. Surtout que malheureusement, en plus, il y a eu à un moment donné, il y a eu quelques grands succès français, donc Callisto avec Nicolas Gaume et quelques autres studios comme Catrix, etc., qui est sorti un petit peu du lot. Puis tu avais la super histoire d'Infogrames aussi, tu sais. Ah oui. Et le truc, c'est que quand il y a eu des premiers financements, donc Callisto en l'occurrence et d'autres, mais Callisto et Catrix et d'autres, malheureusement, c'est qu'il y a eu à un moment donné un petit peu une folie, l'argent est arrivé assez facilement, et ça n'a pas été des grandes réussites, on ne peut pas dire autre chose. Et donc dans ces cas-là, alors déjà que en France, je pense que ce n'est pas des pays culturellement, on est comparativement aux Américains, c'est genre ouais, j'aime ce que tu fais, je te crois, je mets de l'argent, je suis prêt à le perdre. Tu vois, c'est très anglo-saxon américain. C'est moins le cas en France. Bah, en plus, après cette histoire-là, je peux dire que pendant pas mal d'années, je pourrais même te dire quasiment 15 ans, 20 ans, parce que ça change depuis très peu de temps, hein, bah, tu allais voir une banque. Je peux dire que toi et moi, à titre perso, on pouvait avoir un meilleur découvert qu'un studio qui faisait plusieurs millions d'euros de revenus. Nous, on s'est dit ça longtemps avec Neko, on rigolait parce que le droit au découvert de Neko, qui faisait plusieurs millions d'euros, là, à un moment, il montait à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, était moins important que les droits de découvert des associés entre eux. Ah oui, carrément. Ah ouais, non, c'était. Tu allais voir une banque, il y a des jeux vidéo, on ne comprend pas l'industrie. En plus, c'est que de la matière, c'est de la compétence et de la licence intellectuelle. C'est un truc qu'ils savent pas faire. Et comme le jeu vidéo n'était pas reconnu comme un médium culturel, tu sais, le cinéma, qui ont travaillé pendant des années pour être reconnus, pour avoir des statuts spécifiques et tout, ils ne savaient pas où nous mettre. On fait du logiciel, donc on est informatique, mais en même temps, voilà, et en même temps, on crée des choses. Donc, il y avait une espèce de vide de reconnaissance, et surtout, on était historiquement, à part ce qui s'est passé en France, c'est difficile d'avoir des soutiens financiers. Donc ça, c'était une chose. Mais pour autant, tu avais quand même des studios qui commençaient, des studios comme Quantic, par exemple, Darkworks à l'époque. Bien sûr. J'en citerai d'autres, j'ai oublié le nom parce que ça fait tellement longtemps, mais je pense à des copains de Lyon, mais j'ai oublié leur nom, mais bref, qui ont dû fermer malheureusement. Étranger Billul, d'autres studios comme ça, qui étaient vraiment ceux qui ont monté assez vite avec pas mal d'employés, des jeux assez impressionnants, mais à chaque fois, c'était un risque maximum. C'était eux remisaient de leurs fonds, plus trouver très vite un éditeur qui croyait en lui, qui allait mettre de l'argent dedans pour que le jeu se fasse. Ok, si je veux dire que si l'éditeur se passe avec lui et qu'il arrête, tu étais mort en quelques mois, toi. Donc, à un moment donné, le secteur industriel, notre secteur a eu besoin d'avoir une reconnaissance par les politiques, par les institutionnels, pour être soutenu, etc. Donc, de là était née déjà une volonté sur l'initiative, à l'époque, de plusieurs studios. Il s'était porté d'un côté par Quantic et Darkworks, qui s'appelait La Pomme, et qui est devenu, là tu vas savoir de quoi il s'agit, SNJV entre-temps. Ok, d'accord. Okay, donc c'est le premier truc où il y a eu vraiment où nous les studios, on s'est rassemblés, ça veut dire, on dit, il faut qu'on se ressemble. Et à l'époque, il y avait un syndicat, d'ailleurs, ce que les gens oublient souvent, il y a eu un syndicat des employés qui s'appelait la Girafe, d'ailleurs, à l'époque. Un syndicat qui regroupait mais qui n'a jamais vraiment pris, etc. Donc qui a disparu avant qu'il y ait le nouveau syndicat qui apparaisse il y a quelques années. Mais bon, en tout cas, la Pomme se fait. Et à l'époque, les premiers interlocuteurs, c'était Raffarin, Villepin. Et effectivement, il y avait la réussite d'Ubisoft, etc. Les politiques commencent à s'intéresser à ça, on rentre et on commence à être identifié, à pouvoir travailler avec les politiques institutionnels, ce qui a amené aujourd'hui, parce que je ne vais pas te faire toute l'histoire, c'est beaucoup trop long, à la création du CNJV, qui a permis de faire un truc qu'on a été précurseur et porteur en Europe avec l'Allemagne et ensuite l'Angleterre, c'est-à-dire les aides du CNC, du FAJV, tu sais, les aides à l'aide à l'IP, la pré-prod, la reconnaissance de l'industrie et de la création. Voilà. Et donc, moi, j'ai fait partie des gens. Nous, Neko, on était partie de ces studios-là. Donc, j'ai été au départ dans les administrateurs. Enfin, on était adhérents à la Pomme. Après quelques années, j'ai fini par être un des administrateurs. On était élus tous les 2 ans de mémoire. Et voilà. Et ensuite, ça a donné aussi ça a mis le pied à l'étrier au cluster. Donc, les clusters, donc, ce qui te concerne, Adrien, ce qui me concerne, celui de l'Île-de-France, c'est Capital Games. Ouais. Tu vois. Et il y en a d'autres qui sont maintenant dans chaque région qu'on connaît. Donc le premier c'était Capital Games, il y avait celui de Lyon à l'époque, Marseille, et très vite aussi Gaming dans le Nord. Et maintenant il y en a en Bretagne, Rhône-Alpes, enfin il y en a un peu partout, ce qui est très bien, c'est une très bonne chose. Où là l'idée était différente. Alors le CNJV c'était plutôt une volonté en haut, c'est-à-dire d'aller voir les politiques, les institutionnels, aller en Europe pour défendre des sujets locaux, enfin nationaux, excuse-moi, pour tout le monde.
tu vois, donc le statut, les aides, les minimis, tout ce que tu veux. Parce qu'au-dessus, il y avait un truc qui existait déjà qui s'appelait le CEL, mais le CEL, c'était le syndicat en fait, des très grosses entreprises, les distributeurs, les éditeurs, et même étrangers. Par exemple, Nintendo, Sony ont un bureau en France, ils étaient représentés par le CEL. Et eux, c'était plutôt pour ceux qui avaient fait les suivis de rapports de vente, etc., etc. Donc ensuite, il y a eu le CNJ, enfin, la pomme CNJV, et ensuite le cluster. Donc moi, très vite aussi, ben, en plus, c'est des copains qui étaient à l'initiative de ça, toi, Olivier Lejeune à l'époque, et d'autres. Donc on m'avait dit, ouais, tiens, comme Patrick de Cyanide, comme Roman de Kyoton, comme Benjamin des on était là, tu devrais être aussi parmi nous pour représenter, parce que tu fais partie des pairs, et aussi parce que l'idée, c'est que tous les nouveaux arrivants aient un endroit où ils puissent être... c'est du réseautage au départ, hein, c'est d'essayer de réseauter entre nous et travailler plutôt au niveau local. Et sur des choses plus pragmatiques, tu sais, l'emploi, des choses comme ça. Ok. Donc voilà, et donc Capital c'est fait, je ne vais pas te faire non plus l'histoire de Capital Games, je pense que tu peux chercher l'info de Capital Games, mais historiquement, depuis le début, j'y suis tout le temps, et sauf qu'à un moment donné, par rapport à l'histoire de Neko et tout ça, ça me prenait beaucoup de temps d'être et CNJV, Capital Games, ces trucs, donc, et le CNJV a sa fonction qui était légitime, hein, c'est-à-dire plutôt du lobby politique et travailler sur plutôt des instances hautes, c'était un truc où je me sentais pas le plus à l'aise et peut-être pas le plus utile, en l'occurrence. Et donc, j'ai préféré me concentrer sur Capital Games, parce que j'avais des sujets qui m'intéressaient, comme, toi, moi, je fais, dans Capital Games, il y a l'équipe effectivement, de direction, mais chaque administrateur, on s'alloue des dossiers à soutenir. Et donc, en l'occurrence, moi, les salons l'international m'intéressaient. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'Indica d'Europe, en l'occurrence, avec Fabien, qui était le président de Capital Games à l'époque. Et ensuite, j'ai pris le relais. Là, c'est Cyril, maintenant le président. Entre-temps, il y a eu Patrick des offertes très longtemps et Cyril de Tému. Sur les dossiers comme ça, sur les dossiers aussi, ce qu'on a porté avec la région, c'est-à-dire l'aide à la région, le fonds d'aide aux jeux vidéo de la région, qui est assez récent, qui a été porté par Capital Games. Voilà, et puis plein d'autres choses. Bon, voilà, Capital Games, c'était Game Connection, Jeux Made in France, hein, qu'on a eu. Où vraiment, l'équipe a fait un super travail cette année de réussir à faire un événement digital, alors qu'avec le confinement, c'était loin d'être gagné, puisqu'on était, entre guillemets, incubé et accueilli par le CEL pendant la Paris Games Week. Bon, malheureusement, Indiqué d'Europe, c'était pas possible parce que déjà, ça faisait la BNF, et puis on avait galéré pour aller à la BNF, grosse organisation, et puis avec le confinement, c'était plus possible. Et puis voilà, et puis beaucoup d'autres choses qu'on fait. On a un annuaire, on a des blogs, on fait des masterclass. Bon, comme tout ça, c'est en très grande partie géré par le temps, nos temps libres et le bénévolat, on ne peut pas non plus tout faire, et que pour pouvoir se payer notre directrice Hélène, qui a été pendant son congé maternité remplacée par Paul, et puis des résidents comme Aurélien qui fait un super travail, c'est coûteux. Et nous, on n'a que des cotisations. En plus, ce n'est pas des grosses cotisations. On essaie aussi d'avoir des subventions qu'on travaille avec la région ou sur Paris Games Week, Jeux Mini France, Game Connection. On peut avoir des soutiens du CNC, etc., qui permettent de faire tourner l'association. Mais c'est toujours très tricky. Voilà, mais on est quand même assez fiers de pas mal de choses qui ont été possibles grâce à Capital Games, en l'occurrence. Alors, la bourse jeux vidéo, ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Juste parce que moi, je pensais que ça avait un truc qui découlait dessus, vu que c'était des aides, etc. et tout, je pensais que ça avait peut-être un rapport entre ça. C'était une connexion que j'ai fait un petit peu rapidement, je pense, en vrai. Mais... Non, ouais, non, tout à fait, je comprends, mais après, on serait ravis que des institutions ou des clusters, d'ailleurs le CNJV qui est à Game, c'est beaucoup de clusters soutiennent la bourse jeux vidéo, mais c'est un problème de moyens, parce que là, derrière ça l'action de la bourse jeux vidéo demande des moyens énormes. Tu connais ce que coûte une carrière d'étudiant dans les écoles privées, qui sont la très grande majorité des écoles malheureusement en France. Donc, quand tu prends la moyenne d'un étudiant et que tu multiplies par 5, tu vois un peu les sommes. Oui, c'est beaucoup. Nous, pour la première année, on savait que si on avait moins de 90 000 €, on n'y allait pas. Donc aujourd'hui, Capital Games, ils ont à peine ce budget pour faire toute une année sur tous les projets qu'on fait. Tu vois, je veux dire. Oui, bien sûr. Je sais pas, je connais pas vraiment le chiffre, je l'ai pas en tête, je suis pas bon au compta là-dessus, mais je vais pas dire de bêtises, mais ça doit être ça. Donc non, typiquement, la bourse jeux vidéo, c'est quelque chose qui s'est porté juste à bout de bras par des individus. Et l'histoire est toute bête, hein, c'est que Michael Newton, qui travaille à Ubisoft, mais qui est président de Loisirs Numériques, qui fait déjà beaucoup d'actions sociales grâce à Loisirs Numériques, avait discuté il y a pas mal de temps lors d'une chatte avec Joanne Rousseau, hein, notre Madame Jeux vidéo en France, Cocorico, de ce sujet-là. Moi, Joanne, écoute, on est la même génération, donc combien de verres et de restaurants on a partagé avec les copains dans les salons internationaux, on s'est croisés, etc. Qui est une personne vraiment, au-delà du côté professionnel, mais humainement
superbe. Et effectivement, quand elle a eu l'opportunité de vendre son studio et de rentrer dans le groupe, je dis encore Big Ben, mais je crois qu'aujourd'hui le nom, il faut dire Acon, je crois. Ouais, non, ça a changé depuis le temps, oui. Voilà. Effectivement, eh ben, elle avait l'opportunité effectivement de réinvestir dans des projets et elle avait envie de relancer cette idée-là. Et en plus, il trouvait qu'on avait une opportunité, c'est que donc, et c'est vrai que c'est des sujets qu'elle avait souvent discutés. Et puis moi, mon associé Laurent Chicola est quelqu'un qui est très sensible aussi à ce genre de sujet. Donc, elle en a reparlé, elle m'en a parlé, j'en ai parlé à Laurent, elle a relancé Michael dessus, en disant c'est le bon moment pour deux raisons. Parce qu'elle, elle voulait déjà, ça ne se dit pas, les gens ne le savent pas, mais elle a voulu soutenir financièrement cette action. Et surtout, elle a dit, à l'époque, on savait qu'elle était sélectionnée sur plusieurs prix possibles pendant le Pégase. Ouais, les Pégases Tu d'or. vois. Nous, on était aussi sélectionnés avec Wonderweb, même si on se doutait qu'on n'avait pas gagné parce qu'il y avait des monstres en face de nous, mais quand bien même. Donc on s'est dit, tiens, c'était pour nous une vitrine énorme parce qu'il y avait des moyens de communication sur Pégase incroyables. Ils ont fait un travail de dingue, les CNJV. Hein. C'était un mini Cannes en fait pour le jeu vidéo. Et on s'est dit, tiens, elle était nommée dans quatre sélections, je crois, nous une fois. On s'est dit, tiens, il y en a bien qui va prendre le micro et là, boum, tu balances le truc, quoi. Bien sûr. Il est temps de faire quelque chose pour l'industrie. Nous, on a besoin de nos jeunes. Aujourd'hui, s'il y a un problème de mixité sociale et d'autres aussi, parce que c'est souvent lié, c'est aussi parce que aujourd'hui, toutes les écoles sont extrêmement coûteuses. Donc, c'est une sélection déjà à l'entrée. Et que c'est dommage parce que peut-être que ça nous prive d'une certaine richesse. Tu l'as dit tout à l'heure, quand on fait des jeux vidéo, les créatifs, ils se naissent de ce qu'ils sont, quoi. Donc, si tu as un panel qui est moins important de représentation de la société, finalement, quelque part, c'est aussi de la moins diversité dans les profils et dans la création, finalement. On ne peut pas toujours attendre. En France, ça a été, après 30 glorieuses, toi, la France, on attendait beaucoup de l'État. L'État faisait beaucoup de choses. L'État ne peut pas tout faire. On sait bien que l'école publique, l'université, elle recule chaque année et que c'est sûrement pas le jeu vidéo qui est arrivé en dernier qui va pouvoir d'un coup en bénéficier. Donc, et en même temps, il y a beaucoup, après je le dis, hein, je l'assume complètement, il y a une année pendant la Paris Games Week, Emmanuel Martin, qui était l'ancien secrétaire général du CEL, me dit, c'est vrai apparemment, il y aurait 85 écoles de jeux vidéo en France. Je fais, qu'est-ce que tu me racontes? Oui. Attends, moi, je suis dans le jeu vidéo depuis des années, j'interviens dans certaines, si j'arrive à t'en citer 10 ou 15, c'est bien, et pour moi, il y a un top 5 déjà. Et comment c'est possible? Et là, il m'apprend qu'il y avait des écoles qui apprenaient à faire des e-sporteurs, des youtubeurs, enfin n'importe quoi, quoi. Donc il y a des gens comme chaque génération, il y a toujours eu la mode, le mec qui voulait faire de la publicité, qui voulait faire des écoles de commerce. Tu as l'élite, et en dessous, tu as des gens des entrepreneurs qui ouvrent des écoles privées parce qu'ils vendent du fantasme, mais ils font de l'argent. Enfin, je pense malheureusement qu'il y a aussi de ça. Pour autant, il y a des écoles privées qui sont très bien. Ah oui, qui sont très bien par contre. Ah non, mais Isart, Rubica, Paul Léonard de Vinci, avec sa branche IM, Créageux, Lisa, enfin je pourrais t'en citer d'autres qui vont évoluer, qui seront encore meilleurs. Mais malheureusement, je pense, après moi je suis pas enquêteur, je suis pas commissaire, je suis pas là pour ça, mais je pense qu'il y a quand même d'autres trucs, c'est pas normal, tu vois. Bon, bref, donc avec tout ça sur la table, voilà, c'est vraiment Johan qui a relancé cette idée qui avait été proposée bien en amont et qui avait déjà été discutée autour d'une table par Michael, mais qui demandait une organisation et puis des moyens. Et là, on s'était dit, c'est le bon moment. Donc quelques mois, mais franchement, on a fait ça, mais en speed, un truc de fou, quoi. On se réunit dans mon coworking au 71, Michael, Laurent, Johan et moi, et on dit, mais comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait faire un site, comment on peut aider les étudiants? On fait la structure, on fait le squelette de tout ça, et blam, bien en tête. L'avantage, c'est qu'avec nos réseaux, comme on a depuis longtemps, on pouvait toucher tout le monde en France, les studios, les éditeurs, et ça a été l'annonce, la super annonce, alors là, coup de chance, non, parce qu'elle a largement mérité, mais ça nous a donné l'opportunité de parler de la bourse jeux vidéo. Johan reçoit le prix de la personnalité de l'année pendant les Pégases. Bien sûr. Et je ne sais pas si tu as vu les vidéos. J'ai regardé en live, donc j'ai tout vu à l'instant. Voilà. Donc, là, elle fait l'annonce. Et là, j'ai envie de dire, c'est compliqué de ne pas vouloir soutenir ça quand même, tu veux dire. Bien sûr. Donc voilà, donc ça nous a fait une super pub. Et là, ça a été à l'avalanche. Et alors, le confinement arrivant, je ne te dis pas, mais on a bossé mais comme des malades. Et je peux dire merci aussi à certains bénévoles de Lausanne Numérique parce que rien que créer une association en France, déjà, c'est une complexité. Il y a le message et après, il y a tout préparé. Contacter les écoles, la sélection des étudiants. Il faut savoir qu'on a reçu plus de 200 candidatures. Ouais, beaucoup, c'est beaucoup. Et à la fin, on devait avoir 5 lauréats, on en a eu 6 parce qu'on pouvait faire un peu plus. Il fallait contacter tous les studios, les éditeurs pour qu'ils soient des mécènes potentiels. Et on a une liste de mentors, les mentors qui suivent les étudiants. Et on voudrait organiser des événements. On va le faire cette année pour lancer la campagne.
tout ça en bénévolat. Donc heureusement, on a eu des âmes charitables du côté de loisirs numériques, parce que donc la première réflexion, il fallait absolument que le loisir numérique soit la structure qui porte ce qui nous évitait de créer une association de zéro, etc. Et tout, parce que ça aurait été une galère monstre. En plus, ça faisait complètement sens que le loisir numérique le porte. Donc, Mickaël, merci, et ses bénévoles, merci. Et puis depuis, voilà, on est 4, on va dire, les marins et parrains, parce que faut pas que j'oublie Joanne quand même, hein, notre grande marraine, et qui portons ça avec les aides de certains bénévoles. Et on a été d'abord très positivement surpris de voir le retour très positif des dons qui ont été faits par les studios. Et étonnamment, des fois, des petites structures, des structures moyennes, je ne devrais pas dire là, mais les gens pourraient se croire que les plus grosses structures françaises, c'est eux qui ont mis les plus grosses sommes. Alors déjà, non. Et surtout, quand tu fais le ratio du chiffre d'affaires, de la taille et de la renommée d'un studio, les plus gros dons, c'était pas du tout. Il y a des gens qui ont fait des dons de leur boîte et des dons personnels. Ouais, je sais, parce que c'est un des trucs de la branche vidéo, c'est que des personnes lambda tranquilles peuvent soutenir aussi cette action-là. C'est Alors, aussi. Nous, on n'a pas encore ouvert à du public pour l'instant. Je crois qu'il était ouvert. J'ai peut-être j'ai mal lu. Sur le site, tu pourrais le faire, mais on n'a pas, comment dire, on n'a pas été vers. Idéalement, on y réfléchit. Peut-être qu'il y a un crowdfunding, un événement pour l'ouvrir au public, etc. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens. Là, les mécènes, c'est les structures en général. Toi, c'est Soclap a mis de l'argent, Ubisoft, Spider, etc. Mais pour autant, il y a eu des dirigeants d'entreprises qui ont eux aussi, à titre personnel, mis de l'argent dedans. Ok, ça marche. Donc, je me sens pas trompé, mais c'est pas grave. Donc, toi, là, il n'y a pas d'histoire d'image. Parce que, bon, après, tu as une grosse boîte qui met l'argent et dit, en plus, c'est bien, on soutient, puis c'est un retour d'image aussi positif. Mais quand c'est quelqu'un qui dit, moi, personnellement, je vais mettre des milliers d'euros sur ton truc parce que j'y tiens, c'est totalement dénué d'intérêt. Ça fait toujours plaisir, déjà, d'abord. Et donc là-dessus, ça a été bien. Les écoles avec qui on travaille et qui ont été sélectionnées par les étudiants, ça se passe bien aussi. Il y a encore beaucoup à faire. Ça nous prend beaucoup de temps, mais mais tu as raison, c'est assez étonnant. Les gens auraient pu s'attendre qu'une initiative comme ça soit faite par ou un CNJV ou un Capital Games ou un cluster. Mais finalement, parce que c'est très complexe et que c'est très coûteux, pour des tas de raisons qu'on connaît, ça peut plus se faire. Maintenant, voilà, nous, on va aller aussi voir les institutionnels. Et voilà, si à un moment donné, voilà, des institutions, le gouvernement, même l'Europe, trouvent que c'est des bonnes initiatives, comme toute association ou fondation, nous, tout ce qui fait qu'on peut aider plus d'étudiants et faire encore plus de choses, on sera ravis. Et puis surtout, à un moment donné, avoir la possibilité de salariés un sédentaire, parce que sinon, on va mourir. Ah oui, mais je comprends totalement. Ça demande un travail de dingue. Mais bon, voilà, ça, on le fait avec beaucoup de plaisir, on est ravis. Et là, je ne peux pas le dire parce que je peux pas le dire, sinon ils vont me tuer les autres. Mais ne t'inquiète. On prépare le lancement de la campagne de cette année autour de quelque chose d'un événement. Mais par contre, on est comme tout le monde, on est aussi assujetti, tu sais, à la situation du Covid, bien sûr, du confinement. Un truc comme ça, tu as envie de réunir les gens physiquement, mais là, on est dans l'incertitude, donc c'est compliqué, donc on est obligé de réfléchir à d'autres choses. Ça prend du temps, d'organisation, mais voilà, voilà, c'est bien parti. Il faut continuer, il faut que ça grossisse et que ça fasse bouger peut-être effectivement aussi les choses. On sera ravis. Des gens nous ont posé une question naïve, et je peux comprendre. Quand ils ont vu la sélection finale, ils ont dit « Ah, c'était une volonté pour vous d'avoir, entre guillemets, autant de filles ou de gens représentants de la minorité. » Non, non. C'est que tout simplement, les dossiers qu'on a reçus, voilà, c'était, tu vois, je veux dire, c'était l'inverse de ce qui se passe dans les écoles privées. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient des milieux sociaux. D'ailleurs, il y avait des dossiers qui étaient terribles. Hein, c'était un crève-cœur, mais il y a beaucoup de gens qui viennent de situations difficiles, de milieux difficiles. Et voilà, et donc typiquement, beaucoup plus de représentation de certaines minorités, hein, voyantes, comme on dirait certains, qu'autre part. Donc non, on n'a pas de quota. Non, il n'y avait pas on va prendre une fille ou un asiatique ou un maghrébin parce qu'ils nous en font un. Non, non. Tous ceux qui ont été sélectionnés, c'était sur leur dossier scolaire, leur projet, leur engagement, leur situation familiale aussi, parce que bien sûr, il faut aider ceux qui sans nous, n'auraient jamais pu faire ces études-là ou continuer ou très difficilement. Et c'est juste que finalement, à la fin, c'était un constat de réalité, c'est tout. Donc quelque part, c'est de la mixité naturelle. Et c'est très bien comme ça. D'accord. Bon, moi, j'ai mes réponses à toutes ces questions-là, parce que c'était un petit peu, entre guillemets, pas brumeux, mais je connaissais tous les trucs comme ça, mais je connaissais pas vraiment les histoires derrière tout ça. Et
en quoi elle consistait. C'est que je suis passé très rapidement là-dessus, sur beaucoup de choses, sur les Pégases, etc. Et tout, quand j'ai écouté. Moi, c'était pas trop ma situation dans ce style, etc. Mais il y a beaucoup de personnes que par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes pendant que j'ai fait mes études et en dehors et même pendant mes stages, etc. Ou les micros de travail que j'ai fait pour d'autres personnes qui mériteraient d'être dans ces trucs, avoir pas un Un soutien, mais soutien. Oui. oui, Oui. un soutien, mais aussi être suivi sur Ah des oui. projets parce que ils ont des valeurs qui portent que certaines personnes, par exemple, qui font ces trucs ne les trouvent pas forcément, et mais qu'elles en ont besoin eux pour faire des choses qui pourraient être super en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé ça. Pour moi, c'est un truc qui est totalement. En fait, ça aurait dû être normal dans un truc d'avoir ça pour tout le monde, même si c'est très compliqué de faire, comme tu viens de l'expliquer. Et ouais, j'aurais voulu que ça soit un truc que beaucoup plus de personnes puissent accéder, pour qu'on ait beaucoup plus de personnes qui fassent ce métier, même si c'est très. Pas beaucoup d'emplois dans ce métier, c'est un Ah peu ben compliqué. oui, après, il faut faire attention parce que moi, je pense que c'est pas le. Enfin, là, c'est surtout une volonté de justice et de donner la possibilité à des gens de venir avec d'autres bagages et notre richesse et qui servirait le médium à la fin. Par contre, oui, faire attention, c'est pas une histoire de volume parce que effectivement, des fois, et souvent d'ailleurs en France, c'est le cas, on n'est pas toujours très pragmatique dans ces choix d'études ou dans le discours que les écoles font aux étudiants. Les places sont chères, voilà, et comme c'est un truc qui fait rêver, je voilà, c'est vrai que quand je vois le nombre d'écoles et d'étudiants, je me dis, mais comment ils font, ne serait-ce que pour trouver un stage? Il n'y a pas assez d'entreprises en France pour tous les absorber, Oui, et d'autant moins pour les employés, quoi. Donc, heureusement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a des compétences qui dans le jeu vidéo qui maintenant intéressent des entreprises qui ne sont pas des entreprises de jeux vidéo. Tu sais, ce qu'on appelle le soft skill, la gamification, le user experience, c'est rentré maintenant dans les compétences, dans les besoins de beaucoup d'entreprises, euh, secteur de services, même industriel, hein. bien Donc, il sûr. y a des gens en ergo, en LD, en GD, en animation, etc., dont leurs besoins sont recherchés dans d'autres secteurs. Donc, on peut se vendre autre part que dans le jeu vidéo, même si on a fait un cursus de jeu vidéo. Mais pour autant, oui, il y a un problème entre les places, le niveau de qualité, parce qu'il y a aussi un écart de qualité entre les écoles et l'arrivée des étudiants, enfin des gens, des premiers accidents au métier qui sont hallucinants. Il y a Mhm. des gens, ils arrivent, enfin, ça me fait mal au cœur parce que des fois, ils se cassent les dents parce qu'ils ont un niveau, mais c'est pas possible. Euh, et par contre, pour dire ça aussi, même là qu'on le voit dans les candidats, il y a des gens qui sont arrivés déjà, c'était leur première année dans le jeu vidéo, mais il y en a qui n'arrivaient pas du tout avec le même bagage. Parce qu'il y a des mecs qui sont tombés dedans, ils avaient déjà fait des projets, ils avaient déjà appris en autodidacte, ils avaient déjà mis les mains dans le code, etc. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à mon époque, franchement, ce serait inadmissible de. Enfin, je trouve incroyable quand tu as des gars qui sont en 3, 4e, 5e année dans les écoles, je te le dis, Adrien, tu m'as entendu le dire pendant les interventions, les gens qui n'ont jamais fait de game jam, qui n'ont jamais fait de projet personnel, un artiste qui a mis aucun dessin ou création sur un ArtStation. Ouais, bien Bah, sûr. attends, c'est une blague. Mhm. C'est une blague. C'est pas normal. Donc, surtout qu'aujourd'hui, tu as des outils, tous les outils, les moteurs En sont fait, on a d'accès Internet. libre ou On a gratuit. Internet. Ben oui, tout à fait, via Internet. Que les devices sont plus puissants qu'avant et moins coûteux. Mhm. Que tu as des jams partout, Tout le temps. comme tu peux pas en Pratiquement tout le rater. temps. Enfin, voilà, c'est hallucinant. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a aussi un problème de, 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 de réalité du marché et de ce qu'on attend. Et donc, il y a un écart type entre les niveaux, entre les meilleurs étudiants qu'on voit. Des fois, même en plein milieu d'un cursus, hein, tu as des gars, ils ont envie de dire, mais arrête, arrête. L'école peut t'apprendre des trucs en plus, mais c'est même plus la peine. Tu as Mhm. un codeur né, tu as fait plein de trucs à côté, tu es top, tu as un truc, et continue à apprendre et passer de junior à senior dans une expérience professionnelle. Ouais. Mais il y a des niveaux, tu vois, comment leur dire, parce que c'est des gens qui ont peut-être déjà dépensé 10, 15, 20 000 euros, 30 Et 000 euros dans des études. c'est ça le Waouh. problème. C'est un truc que moi, personnellement, je ne comprends pas. C'est comment demander autant d'argent pour un niveau d'expertise qui peut se faire pratiquement, je vais pas dire tout seul, hein, parce qu'il y a bien sûr une expertise des gens derrière qui font ces trucs pour la plupart, qui sont des pros, qui accompagnent les gens, mais en fait, je comprends toujours pas le principe. Ça fait aussi coûteux pour des choses qui sont aussi dépendantes de la personne et pas dépendantes des autres personnes. Mais parce que je te l'ai dit, hein, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui veulent. Enfin, en un mot, si c'était une IA qui dirait, voilà le nombre, enfin je dis, c'est un truc très froid, hein, Bien sûr. c'est une IA qui dirait, voilà le nombre d'étudiants nécessaires pour être absorbés par le secteur d'activité tous les ans, et que le niveau de compétence attendu au minimum, c'est ça.
Et si tu avais une sorte de super IA qui ferait un super concours pour que seulement ces gens-là soient un concours qui est ouvert à tout le monde, mais c'est que ceux qui restent, qui rentrent dans l'école et qui sortent pour un métier, ça serait dans un monde idéal. Mais le problème, c'est que non, il y a des envies, il y a beaucoup plus de demandes pour aller dans le jeu vidéo, hein, en termes de demande d'apprentissage, pas de demande de travail. Et l'offre ne sera pas derrière. Et donc, voilà. Et donc, comme quelqu'un. Alors, il y en a, j'imagine, ils ont peut-être tapé à la porte de certaines écoles plus prestigieuses. Et comme elles sont plus prestigieuses, elles reçoivent plus de dossiers, donc elles font une sélection. Tu sais, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Hein. Donc, eux, ils sont vus au rejet. Puis, enfin, c'est difficile de se remettre en question parce que des fois, c'est pas juste, ou des fois, c'est parce que ça va pas du tout, mais on leur dit pas. Donc, ils vont continuer à taper à la porte tant qu'on va leur ouvrir. Il y aura toujours une porte qui va s'ouvrir en disant bah, viens chez moi et tu payes, peut-être. Tu vois. Et là, c'est là le problème. Moi, je dis aujourd'hui, moi, quand j'étais collégien, j'aimais dessiner, j'aimais bien l'automobile, j'étais fan des prototypes, j'aimais un peu tout ce qui était futurisme. Et je dis, oh putain, tu sais, le naïf, toi, je ferais bien un dessinateur automobile, c'est génial, ou même designer des maisons, des machins, en pensant que c'était que du dessin, des idéaux, tu vois. Alors déjà d'une, au niveau dessin, j'étais pas non plus un tueur. Et surtout que j'avais pas compris tout ce qu'il y avait derrière en termes de compétences techniques et que ces places-là, les mecs, les stars du design dans les entreprises, c'est dans chaque pays, tu en as 10. Ah oui, moins des fois. Tu as des marques d'automobiles, tu as quelques grands architectes, quelques trucs et tout, et qui ont fait les plus grandes écoles, et il y en a 2 ou 3 dans le monde. Tu vois, basta. Donc, en tout cas, même à mon niveau, j'ai compris ça, j'ai fait, ok, d'accord. Tu vois, c'est genre en collège, tu es le mec le plus rapide à la course, et puis tu fais, moi j'étais très bon en athlétisme, et donc on faisait les compétitions entre lycées, là, tu sais. Ouais. Je finissais ou premier ou dans les premiers. Puis un jour, on tombe sur. Non, c'était régional, et après on tombe sur national, et on tombe sur tu sais, les sports-études. Ah oui, ceux qui Ah font. bah là, je finis dernier. Ah bah oui, c'est. Voilà. Et là, j'ai compris le gap entre. J'étais pas mauvais, hein, j'avais des aptitudes, et. Ok, d'accord. Lui, c'est un futur sportif de haut niveau, quoi, tu vois. Voilà, ouais. Et là, tu fais juste, tu rentres, tu reviens à la réalité, tu fais, ok, d'accord. Toi, tout le monde dit au foot, je suis bon, mais tu sais combien il y a de stars par rapport au nombre de licenciés dans le monde. Tu vois, donc c'est ça, c'est comme quand tu joues au loto quelque part des fois. Toi, le truc d'y arriver, c'est très dur. Et ça, c'est des choses ils n'en sont pas totalement conscients. Et il y a toujours cette espèce de zone grise où il y a des gens qui disent, ben, il y a des gens qui sont prêts à payer, etc. Et pour autant, c'est ça qui est aussi dur, c'est que pour autant, peut-être qu'il y a une personne qui rentre dans une école qui n'est peut-être pas la plus prestigieuse, etc., qui pendant son cursus va être révélé, va rencontrer quand même une bonne personne, et finalement, derrière, il va avoir un diplôme, il va avoir un bon niveau, un bon projet étudiant, un bon projet perso, pati patata, et c'est très bien, il va pouvoir rebondir. Mais, voilà, je ne sais pas s'il y a des études qui existent sur le nombre d'étudiants qui sortent et le nombre d'étudiants qui trouvent un poste, qui leur satisfait. Il y avait une. Je sais pas si tu connais Game Baker, qui sont un studio lyonnais. Ah si, bien sûr, bah, je connais très bien Audrey. Et Montpellier, pardon. Non, ils sont à Montpellier. Enfin, elle est en Suède et le reste est à Montpellier. Je dis lyonnais parce que j'ai pensé à Ubisoft, Ivory Tower, donc désolé. Je pense que c'était autre chose. Et effectivement, Audrey et son associé viennent d'Ubisoft. Oui, c'était pour ça. Voilà. Et donc, ils avaient fait, il y a très peu de temps, il y a qu'une année ou deux, un espèce de post où ils avaient parlé de la demande dans le jeu vidéo et des choses, et aussi des sorties d'école et des cursus, etc., qui est très complet. Non, c'est sur leur site, si vous voulez aller voir ou pas, c'est sur Game Baker. Ils ont une partie où ils parlent de tout ça, et donc ils parlaient de savoir le nombre de personnes qui sortaient, et la plupart, je crois que c'était après un 50-50, c'était soit des personnes qui venaient d'écoles de jeux vidéo, soit des personnes qui venaient autodidactes complètement, qui s'intégraient à des choses et qui s'apprenaient sur le tas en fait le reste des choses. Et c'est un autre type de profil. Bon, il y en a beaucoup moins par contre, parce qu'il faut être très 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 persévérant là-dedans, et avoir aussi un peu de chance, hein. Comme tout, il faut avoir un tout petit peu de chance pour tout avoir. Et donc ouais, et il parlait que oui, c'est 50-50. Et il parlait aussi d'un autre truc que je voulais peut-être aborder un peu avec toi, c'était les métiers dans le jeu vidéo. En fait, certains métiers sont plus demandés que d'autres, parce qu'ils sont beaucoup moins génériques. Parce qu'ils sont rares. Il n'y a pas les cursus. Bon, un Tech Art avéré, tu vois bien dans les annonces, ça ferait très pragmatique des fois. Tu vois les annonces sur FSJV, codeur expérimenté, bas niveau, outils, nouvelle console, Tech Art, enfin, il y a des postes, tu as des gens comme Dontnod, Asobo, enfin les gros studios français qui courent après. Donc, quand tu as des gros studios qui n'arrivent pas à trouver certains postes, c'est là. Mais le problème, c'est que est-ce que aujourd'hui, même dans le cursus étudiant, aujourd'hui, un cursus spécialisé Tech Art, il n'y en a pas. Non, il n'y en a aucun. Il y a aussi ça, toi. C'est que le problème, c'est comme c'est aussi récent. Premièrement, tu as des études et en général, la plupart du temps, c'est très générique. Et les meilleures écoles, ou les meilleurs cursus, donc le master de Engmin,
souvent, c'est après le bac +3 ou pendant, allez, on va dire, la troisième année dans les bachelors, 2 ou 3e année sur les bachelors, parce que les gens commencent à faire des bachelors plus précis, c'est bien. Je pense à ceux de l'IM ou à ISART, ou bien en master, que là, on va avoir un peu plus de cours sur un choix qu'on a fait, genre sound design, ergo, machin et tout. Tu choisis tes postes, tout en continuant à apprendre des choses sur les autres secteurs, ce qui est bien. Mais tu n'as pas, comme dans beaucoup de secteurs dans l'industrie de pointe partout, Général, les ouais. ingénieurs, tu n'as pas, tu te dis, moi, je veux être ingénieur dans l'aéronautique. Tu rentres dans une école, tu fais 5 ans, tu fais que ça. Bien sûr. Ah oui, Tu bah, vois. totalement, ouais. Alors là, il n'y a pas encore ça. Ça viendra peut-être dans le futur et tout. Donc, ce qui veut dire que ça rajoute à ce que j'ai dit. Il y a des métiers, si tu ne fais pas, si tu n'apprends pas par toi-même, etc. Parce que si tu veux, l'industrie, elle est consciente de ça. Donc, comme elle ne peut pas avoir quelqu'un qui arrive, comme quand tu fais des écoles de médecine ou de chercheur, et tu sors avec une thèse, un doctorat, et que le jour où tu sors de ces écoles-là, tu sais faire ça, Ah tu oui. l'as fait, tu peux être actif tout de suite. On sait, puisque ce n'est pas le cas dans le jeu vidéo, que tu prends, on va dire, entre guillemets, c'est une image, un diamant brut qui va se tailler dans tes premières années et l'industrie fait son travail. Ça, c'est pas grave. Mais plus, on va dire, la matière arriverait plus modelée, plus élaguée, mieux ça serait. Et surtout qu'il y a sûrement des étudiants qui diraient, mais moi, je voudrais faire ça. Il n'y a pas, il y a nulle part. Ça, Oui, c'est il y a nulle terrible. part, ouais. Tu vois. Donc, oui, dans ce cas-là, il faut peut-être prendre son mal en patience et travailler de son côté, etc. Mais là, par contre, je te dis un truc. Quand toi, tu dis sur un truc, ça me plaît beaucoup, tu sais, certains tools, certains styles de jeu narratif, une spécialité, un truc, que tu prends quand même le tronc commun dans une école, et qu'à côté, toi-même, tu vas lire, tu vas écrire, tu vas faire des jams, tu vas faire des projets personnels, ben, le peu que tu auras fait, je peux dire que dans ton entretien ou dans ton CV, Ça comptera ben, beaucoup. Ah bah oui. Beaucoup. Mais je sais, bah, j'ai eu cette expérience-là. C'est pour ça que j'ai eu mes stages, c'est que j'ai fait d'autres choses à côté qu'on fait que, en fait. Mais tu vois, moi, je me rappelle encore, c'était un jury à l'Engmin il y a des années, un copain que je ne citerai pas, qui travaillait dans un studio indépendant, qui travaillait après chez Ubi, et il était venu dans le jury en tant que jury. Donc, il notait les projets. Et puis à un moment, je vois, il écrit 2, 3 trucs. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Attends, lui, je l'ai mis de côté parce que il y avait 1 ou 2 jeux où les gamins à l'époque, au lieu de prendre ou un Unity ou un Unreal ou un CryEngine, Ils avaient développé leur truc à eux. ils avaient fait un moteur maison. Et lui, il cherchait les gens qui avaient des compétences C++. Ça c'est. Je crois que ça s'appelle. C'est Codeur moteur de jeu. J'ai plus le nom exactement du titre qu'on donne à ça. Mais c'est un des trucs, je crois, bah, on parle toujours de Game Baker, c'est l'un des trucs, je pense, qui est le plus demandé, mais qui est le moins fait parce que c'est super, super compliqué. Ouais. Avant, les mecs, ils n'avaient pas le choix parce que tu n'avais pas de moteur, tu sais, n'avais pas de plateforme ou sûr. de middleware ou d'outils, donc il fallait tout faire toi-même. Et c'est vrai qu'effectivement, même là, j'ai eu sur Wonder, on a eu la chance qu'on a un copain qui est intervenant à Rubica. Souvent, moi, j'ai des copains qui sont des écoles, donc ça me permet de pouvoir les filtrer en amont. On a eu 2 super stagiaires qu'on a mis les crédits, on les a même pas mis en tant que stagiaires, on les a mis en tant qu'assistants parce qu'ils ont fait un super boulot, qui venaient de Rubica, dont un qui faisait qui était codeur Tools. Tools, c'est super rare. Tu vois. Et donc tout ce qui était optimisation, travail bas niveau, ben, tu vois, quand il a fallu optimiser sur du debug et tout, et il s'est arrivé en tant qu'étudiant et il nous était impressionnant. Ben, écoute, c'est quoi? J'ai gardé leur contact LinkedIn et Facebook, on s'est tenu au courant. Ben, ils ont tous les deux été, d'ailleurs les deux, parce que c'est 2 copains, ils ont tous les deux été draftés sur un studio en Angleterre et pas un petit studio. Hein, tu vois. Donc, alors, déjà en France, on a du mal. Alors, il y a des pays, il n'y a même pas d'école. Donc, tu Oui, vois, bien sûr. tu as des pays qui viennent même chercher et ça, il faut être prêt à voyager. Hein. Les pays du Luxembourg ou le Québec pour les francophones et ceux qui n'ont pas de problème avec l'anglais ou une langue exotique qu'ils aiment bien. Moi, j'ai vu des étudiants qui étaient fans du Japon, qui avaient appris le japonais, qui ont trouvé des stages et qui ont été embauchés au Japon pour travailler là-bas. Donc, mais vraiment, aujourd'hui, si tu fais une image authentique, c'est un conseil qu'on donne toujours aux gens, c'est prenez ce qu'on vous donne dans les écoles et un diplôme, parce que la France aime bien les diplômes, tu sais, ça fait genre, Oui. t'as un salaire pour C'est un très diplôme. français, Okay. ça. Tu l'as, ok, mais ne te repose pas là-dessus. Tout ce que tu rajouteras dessus sur tes compétences intrinsèques, que tu apprendras dans ton tronc commun, rajoute des choses en extérieur. Et puis même aussi, c'est pas que ça. Quand tu es dans les game jams, tu vas réseauter, tu vas partager tes expériences avec les autres. Peut-être aussi que demain, quelqu'un qui t'a croisé, qui t'a dit, ah tiens, lui, j'aime bien ce qu'il fait, j'aurais pas su ce qu'il faisait sans le croiser ici, je ferai appel à lui. Parce qu'on a quand même la chance dans le jeu vidéo d'avoir aussi un secteur qui est assez petit, avec quand même pas mal encore de petites et moyennes structures, où il y a beaucoup de bouche à oreille. C'est encore très humain. On n'a pas une agence de recrutement, Oui, bien sûr. chasseur de tête qui va chercher un mec à Babelwed. Non, c'est tu connais, tu l'as croisé, tu en penses quoi? Ah ouais, d'accord, il fit très bien avec ton projet, tes besoins. Et boum, ça se fait comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment. Moi, je sais que je le martèle systématiquement. Peut-être qu'en dans 10-15 ans, on aura des écoles, des filières universitaires encore plus précises, plus qualitatives, Peut-être du où les public gens aussi. sortiront avec. Tu vois,
Après, il y a sûrement, et ça, je ne voudrais pas révéler de secret, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait peut-être une grosse société française qui finira même par faire une formation en interne, une école peut-être, je ne sais pas. Bien sûr. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, tu sais, au Canada. Ouais, Microsoft avait commencé à faire ça, à mes souvenirs. Ouais, moi, je serais pas étonné. Hein. Je veux pas de, moi, j'entends parler de choses, je veux pas le dire parce que voilà. Mais je serais pas étonné qu'à un moment ils diront, on va le faire nous-mêmes. On va faire des concours d'entrée, on va voir les gens qui ont les niveaux, peut-être niveau bac plus 3, bac plus 5 ou je sais pas, et dire voilà, il nous faut une formation de manager. Et puis nous, on va les spécialiser chez nous sur nos outils et sur nos besoins, ce qui est légitime. Bien sûr. On a parlé de beaucoup de choses quand même. Je crois qu'on a fait. Pas vu l'heure. Ah oui, on a parlé de beaucoup de choses. Je crois qu'on s'est tenu sur ce sujet que je voulais pas parler pour l'instant, mais qu'on a fait, mais qui sont très bien. Donc merci. Bah, c'était super. Je vais pas te prendre plus de temps que ça parce que je pense que tu as un peu pressé. Mais voilà, bah merci en tout cas pour tout ça. C'était super. Eh ben, de rien. C'était un plaisir d'échanger. Attendez, avant que vous partiez, les rythmes des épisodes sont pas très stables. Donc, où vous l'écoutiez, abonnez-vous au podcast pour rester informé pour la suite. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt.